Bonjour à tous. Eh bien non, vous ne rêvez pas. Bienvenue dans un nouvel épisode des Doigts dans la prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et toutes les nouvelles mobilités. L'un des toujours très rares podcasts automobiles qui ne met toujours pas de super samplon dans ses Rice Krispies le matin. Ravi de vous retrouver, vraiment ravi. Je suis Cédric Ingrand. Au sommaire de cette émission, une actualité contrariée avec d'un côté beaucoup de nouveautés, on va le voir, des nouveautés d'ailleurs de plus en plus abordables, on a beaucoup de prix qui baissent, on a même des voitures électriques neuves et puis des vraies qui sont passées sous la barre des 10 000 euros, alors sous condition, on va s'en parler, et pourtant on le voit, les ventes sont à la peine, alors en fait peut-être que c'est toute l'industrie automobile qui est à la peine et qui n'a pas entièrement réussi à dompter le nouvel animal qu'est la voiture électrique. À mes côtés, pour se parler de tous ces sujets, mon ami Driss Abdi. Salut Driss. Salut Cédric, comment vas-tu ? Ça va formidable. Driss, il est journaliste tech à l'origine, ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît, c'est pour ça. Mais c'est parmi tous les journalistes tech de la place de Paris, celui qui fait le plus d'automobiles, de motos aussi. Et puis quand on parle d'automobiles, toutes les automobiles. Lui n'est pas sectaire comme moi, voilà. Il fait de l'électrique, mais aussi du thermique, parce qu'il en reste. Oui, parce qu'il en reste. Écoute, ça se vend encore difficilement, mais il y a encore de la voiture thermique. Ouais. C'est difficile, hein. Je voyais sur certaines... Dès qu'on touche à des voitures qui vont un peu vite, quoi. Rien que le malus coûte le prix d'une voiture électrique, donc ça peut faire réfléchir. Coûte 60 000 euros de malus pour certaines voitures. L'an prochain, 70 000 et l'année prochaine, encore 10 000 de plus. Sur quel genre de voiture ? Sur les voitures très premium. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais bon, tu me disais les voitures qui vont vite. Non, bien sûr, mais les pompes à feu. Si t'achètes une 911 ou une Ferrari, voilà, c'est 60 000. Peut-être que quand même. J'allais dire peut-être que la note n'est pas ton premier souci, mais enfin, c'en est un quand même, quoi. C'est pas. Ça commence à faire 60 000 maintenant. Il y a d'autres exemples encore pires. Tu prends une petite GR Yaris, elle a aussi un bonus énorme, ce qui fait que ces voitures, on peut plus les vendre en France. C'est-à-dire un malus, tu veux dire ? Le malus, oui, parce que étant donné qu'on a baissé le niveau de grammes par kilomètre, le grammage a baissé, le barème est beaucoup plus restrictif. Donc même des petites sportives qui sont censées être abordables, une Supra aussi par exemple, ces voitures-là aujourd'hui, elles n'ont aucune carrière en France parce que écoute, tu te retrouves à payer la voiture, voit son prix doubler. D'accord. Donc non, on roule plus vite, hein. Faut pas rouler vite, faut rouler en électrique si vous voulez des trucs qui ont des chevaux. Bon, je le disais, il y a énormément d'actualités en ce moment. Alors, moi, je voulais commencer par une qui est assez rassurante parce qu'on entend, on lit. J'ai fait un truc, j'aurais pas dû. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle les anti-voitures électriques. C'est amusant les gens qui se rassemblent sur le non, tu vois ce que je veux dire. Normalement, tu te rassembles sur des trucs positifs en disant nous on a envie que ça non, eux c'est non. Et alors c'est drôle parce que du coup c'est un peu la compile de l'extrait du meilleur du pire. Et évidemment il y en a 3-4. Moi j'essaie de pas trop mettre le doigt dedans, qui essaie de répliquer en disant non. Alors non c'est pas vrai dans ce que vous racontez faux ou ce que vous racontez date d'il y a 25 ans ou ça, etc. Mais on entend encore des choses sur... il y avait eu un papier qui a été beaucoup repris sur, je sais pas, 50% des possesseurs de voitures électriques ont envie de racheter une thermique. Et je sais... On va dire que ça cadre pas avec toutes les choses empiriques que moi j'entends autour de moi, et donc il y a une nouvelle étude dont sont fait d'écho nos amis de Frandroid qui dit non, selon malgré le ralentissement des ventes, il y a une étude sur 23 000 personnes dans je ne sais combien de pays, 18 pays du monde entier, États-Unis, Canada, Inde, Brésil, France, et il y en a que 1%. Qui vous disent que leur prochaine voiture sera une thermique quand ils ont déjà une électrique au garage. Plus de 90% prévoient au contraire d'acheter une autre auto 100% électrique autour des prochaines années. Donc ce mouvement, il est quand même irrépressible, pas juste du fait des malus et des bonus, même si les bonus sont de plus en plus faibles, c'est plutôt les malus qui font mal quand on reste sur de l'essence ou du diesel. Mais ça, voilà, on est dans des chiffres qui cadrent mieux avec... j'ai envie de dire avec l'expérience des gens, parce que l'essayer, c'est l'adopter, ça dépend des modèles. Et puis, c'est vrai que ça évolue même très très vite. Mais en revanche, c'est difficile de revenir à du thermique. Je connais une personne qui est revenue à de l'hybride pour des questions de recharge en centre-ville. Parce que, déjà évoqué dans ce podcast, si t'as pas de vraie place de parking à toi, si tu ne dépends que des bornes de recharge publiques dans une grande ville, ça reste un peu compliqué.
Bah écoute, moi j'ai le même son de cloche que toi. Bon, venant de l'électrique, bon, en toute franchise, hein, tu me dis, je te propose une 911, j'y retourne. Parce que, non plus, hein. Oui, Attention. mais ça c'est parce que t'as pas besoin de la payer. Bah, voilà. oui. Enfin, j'ai pas les moyens de la payer. Oui, c'est ça. Ça veut dire en faisant non, abstraction du prix. Plus sérieusement, effectivement, quand il y a goûté, c'est agréable, tu aimes ça. Après, moi, j'ai pas le son de cloche que toi. Après, c'est toujours difficile de dire, moi, je connais une personne, Oui, c'est pas non plus une règle. Hein. Ce qui est une règle, ce qui est vrai, c'est que la voiture électrique, c'est pas encore pour tout le monde, non plus, en fonction des besoins des différentes personnes. Il y a des cas de figure de gens qui s'essaient à l'électrique, et là, je trouve qu'il y a un gros problème de conseil au niveau des vendeurs. Il y a une lacune en matière de conseil. Les gens ne sont pas bien renseignés. Après, bon, faut te mettre à la place du vendeur. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Moi, c'est une expérience que j'ai eue plusieurs fois. Alors, quand c'était il y a 5 ans, bon, moi, j'ai le souvenir de ce vendeur chez, c'était Hyundai ou Kia, enfin, pareil. C'était quoi? C'était une Kia, Iniro. Et je dis, ah, mais regarde, elle est en électrique, je peux. Et la première réaction du vendeur, c'était, alors vous savez, l'électrique, c'est particulier. Hein. Mais ça a changé, ça, ceci. Oui, je pense maintenant, que là, ça a changé. Ils doivent pousser les voitures électriques. Et le problème, c'est que parfois, on va pousser des voitures électriques vers un client qui serait peut-être plus avisé d'aller vers l'hybride. Et à partir de là, ce client-là, cette première expérience très négative de la voiture électrique, ben, je pense que tu peux l'intégrer dans les gens qui se disent plus jamais. Et ça existe encore, hein, faut pas se leurrer. Hein. Après, effectivement, quand tu es bien, je pense que toi, tu as choisi le véhicule qui correspond à tes attentes. Ouais. Bon, si tu avais les moyens d'en acheter un deuxième, t'en prendrais un deuxième, parce qu'il y a quand même cette problématique du prix qui reste. Et puis des contraintes, hein, faut pas se leurrer. Il y a encore quelques contraintes. Ça, il y a des conditions. J'ai envie de dire, il y a des conditions d'entrée qui sont pas juste le prix, parce qu'il faut que ça cadre quand même avec ton quotidien. Mais j'ai envie de dire, il y a de moins en moins de quotidiens qui ne cadrent pas avec une voiture électrique. La première chose, c'est la recharge. C'est juste pouvoir savoir où tu vas te recharger. La recharge, le coût de la recharge, l'opacité, les badges, etc. Ce qui pourrait changer l'année prochaine avec la DGCCRF qui va mettre le nez là-dedans. Moi, j'aime bien prendre le parallèle avec la moto. Donc, je sais qu'on doit parler de la voiture, mais la moto électrique aujourd'hui. Moi, j'essaye beaucoup de motos électriques. Je trouve ça absolument génial en termes de. Enfin, t'as une puissance sur ces machines-là. D'ailleurs, faut bien gérer ça. C'est super, c'est génial. J'habite en région parisienne, donc circuler en thermique aujourd'hui, t'es le mal, c'est le diable. Mais eu égard à mon usage, il est impossible que je passe à l'électrique aujourd'hui, parce que sur de la moto. Pourquoi? Sur de la moto, ouais. Bah parce qu'en termes de contraintes, je vais te donner un exemple tout bête. Hein. J'habite pas loin d'Orly, je vais très souvent à Roissy. Eh ben, tu peux pas laisser ta moto à Roissy charger trop longtemps non plus. Les puissances sont faibles sur les motos, donc tu ne peux pas te mettre sur une prise rapide. Donc en gros, avec la plupart des véhicules qui sont dans mon budget, je peux faire l'aller, mais je ne peux pas faire le retour. Et attention, je peux faire l'aller en mode dégradé. Je vais pas rouler, tu as une portion d'A3 qui est à 110, je peux pas rouler à 110. Donc, tu vois, là, à ce moment-là, tu dis, alors si, il y a le CE02 chez BMW, oui. Magnifique. Oui, c'est une machine géniale, hein. Mais bon, je crois que ça a encore augmenté. D'ailleurs, c'est 13 000 euros. Oui, donc à partir de là, tu dis bon, je vais garder mon petit 300 thermique. Hein, et puis, donc voilà. Donc pour faire le parallèle avec la voiture, effectivement, si tu donnes, j'ai un autre exemple. Encore une fois, j'ai dans mon entourage de quelqu'un à qui on a poussé une mini électrique, la première génération, très sympa à conduire, l'effet carte, etc. Mais en termes d'autonomie sur l'autoroute, oublie. Le mec, on lui a vendu cette voiture-là pour faire un Paris-Lille. Ouais, c'est dur. Donc en hiver, on y est tire la langue. Donc tu vois, ces gens-là disent non, moi l'électrique, j'en veux plus. Et puis il y a un problème peut-être de lisibilité, c'est intéressant. Il se trouve que ma maman, qui a une Model Y, a dû laisser sa Model Y au garage. Le problème c'était pas la voiture le problème. Il y a eu un trottoir qui s'est présenté un peu rapidement. Je vais pas m'apesantir et je me moquerai moins quand moi aussi j'aurai 81 ans. Et donc la voiture est partie au garage et le garagiste sympa qui est un garagiste Renault lui dit tenez, prenez une Zoé pendant ce temps-là. Et c'est là que je me suis aperçu avec plus d'acuité encore que l'idée que j'en avais, qu'il y a un problème de lisibilité. C'est-à-dire que tu achètes une voiture, mais là où
à l'ère thermique, j'ai envie de dire, t'avais pour un modèle une gamme avec un modèle d'entrée de gamme un peu moins bien équipé, un truc moyen de gamme et puis un truc haut de gamme avec plus de moteurs, un machin, des jantes sympas, etc. Mais ça ne changeait pas finalement radicalement ton expérience du truc. Bah, par exemple, la Zoé, elle existe en X capacité de batterie. Qui vont conditionner vraiment ce que tu peux faire avec. C'est-à-dire qu'il y en a avec qui tu peux, si t'es parisien, partir en week-end en Normandie, et puis il y en a d'autres, non. Enfin, ou en tout cas pas de manière réaliste, confortable. Et donc il y a un vrai problème de lisibilité. Renault d'ailleurs, qui a été coutumier du fait sur certains modèles, où tu sais même pas si tu aurais une charge rapide. Enfin, je veux dire, instinctivement, quand tu vois la voiture, il faut vraiment que tu ailles voir les specs. Tu sais que le best-seller de Renault, là, enfin, ce qui va tout cartonner, la Renault Mégane 5 électrique. Ah, la R5. Non, la Renault 5. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une version qui est annoncée à moins de 25 000, qui n'aura pas la recharge rapide, qui aura une petite batterie. Ouais. Effectivement, si tu es pas renseigné, parce que bon, toi, tu sais ce que c'est qu'une batterie oui, de 50 mais c'est ça. kWh. Oui, parce qu'en plus, c'est ça, ça ne veut rien dire. Les gens ont du mal à savoir ce que c'est qu'un kilowattheure, un kilowatt, et tu vas leur dire, bon, celle-là a une batterie de 50 kWh ou je ne sais quoi. Oui, oui, c'est ça. Et cette Renault 5 qui ressemble copier-coller à la version ou presque. Qui est la même. Quelques petites différences, hein. Ah bon? Mais oui, il y a quelques petites différences esthétiques, mais bon. Je l'ai pas essayé encore pour tout dire. Mais voiture. Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, et tu vas te retrouver avec une voiture où je sais pas, tu vas aller voir ta grand-mère qui habite à Rouen. Et déjà, ce sera compliqué. Oui, tout à fait. Ouais, mais et c'est intéressant parce que c'est aussi un vrai critère de choix, même si c'est des choses que tu fais 4 fois l'année. Et alors après, tu peux avoir une autre réflexion en disant finalement j'ai besoin d'une petite voiture, le reste du temps je vais louer. Enfin bon, mais le problème c'est que c'est pas comme ça que les gens réfléchissent. C'est ce que faisait Peugeot au début pour ses premières électriques. Je sais pas si tu avais. Ah oui, tout à fait. Tu achetais une voiture il y avait une offre commerciale et tu avais le droit à pour les vacances 1 ou 2 fois par an à des tarifs préférentiels sur des locations de thermiques. C'était pragmatique. Le problème c'est que c'est pas comme ça que les gens réfléchissent en fait. Et on se retrouve toujours avec le ta voiture. Tu et si demain je me réveille et que j'ai envie d'aller manger un pain bagné à Nice, voilà, c'est ça. Ce qui dans la vie réelle n'existe pas, mais c'est pas grave, c'est comme. Non, mais tu peux aller avoir envie, t'es parisien, d'aller en Normandie ou je ne sais quoi. Enfin, bref, peu importe. Et c'est là où la transposition du thermique à l'électrique peut devenir un peu compliquée. Non, on le comprend. Après, quand tu es dans le schéma, comme toi et moi, effectivement, t'as trouvé la voiture. Bon, moi, encore une fois, je suis pas le bon exemple, étant donné que je suis très télétravail, je roule peu. Mais effectivement, quand tu as trouvé le véhicule qui correspond à tes besoins, en termes d'usage, c'est quand même absolument génial. En termes de couple, je t'en parle pas. Oui. Bon, technologiquement parlant en plus, et puis bon, toi comme moi, on adore les gadgets, donc ces voitures qu'on peut consulter sur téléphone, faire ceci, faire cela. Waouh, il y a une mise à jour sur mon Apple Watch. C'est Noël. Donc effectivement, t'es content et tu te dis bon, revenir à une thermique, ouais, bof. C'est intéressant parce que ça dépend de la thermique, encore une fois. J'ai vu ce papier là récemment chez nos camarades d'Automobile Propre qui relayait une étude britannique menée par YouGov et qui explique que l'un des plus grands freins au développement de la voiture électrique, c'est l'ignorance. Ils ont fait un sondage sur 1000 personnes à qui ils ont posé 10 questions assez simples. Et le résultat, ces gens ont obtenu une moyenne de 2 sur 10. Pourtant, les questions n'étaient pas très compliquées. Hein. C'était finalement des choses assez basiques. Le but n'était pas de pointer leur ignorance, mais de constater leur état d'information. Et en fait, les gens réfléchissent un peu contre leurs intérêts, ou en tout cas avec les informations qu'ils ont. Il faut dire que les informations qu'ils ont d'un ensemble, elles sont souvent pas brillantes. On pourrait pointer du doigt quelques confrères. Moi, j'aime pas dire du mal des gens, mais quand même, j'ai vu des choses un peu pendables récemment. Oui, c'était drôle. Voilà. Ouais, non, mais c'est même des choses dont on pensait que c'était plus possible. Pardon ? C'était à la limite de la caricature, hein, le truc. Ouais, c'est ça. Et enfin te dire non finalement tu peux pas aller en Normandie avec ta voiture alors que enfin bon bref, on sait que c'est il y a un temps d'adaptation pour les gens qui passent à l'électrique, mais quand même surtout venant de gens qui sont journalistes, et alors même parfois journalistes automobiles, où là quand même là il y a plus vraiment d'excuses, mais dans l'étude de YouGov par exemple, 35% des personnes interrogées pensaient que les émissions de CO2 d'un véhicule électrique étaient supérieure à celle d'une voiture à essence, et 46% des répondants ont même contesté l'affirmation selon laquelle les modèles électriques sont meilleurs pour la qualité de l'air. Alors là, je ne sais que vous dire. Signe qu'il reste quand même un vrai travail d'éducation à faire, mais ce travail d'éducation finalement il sera fait par les constructeurs.
Et il y a un énorme travail des constructeurs et par nous également. Là, typiquement, on avait le Paris Auto Show, le mondial de l'auto de Paris. J'ai accompagné pas mal de gens pour le compte d'Arval. Et il y avait énormément de questions. Et comme tu dis, il y a une énorme méconnaissance. Et je pense tu vois, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu as le vendeur qui, il doit faire son chiffre, il va pousser du véhicule et il va pas forcément pousser le bon véhicule pour la bonne personne. On a toujours ce problème de connaissance de ce monde de la voiture électrique. Et ça va rester un énorme frein avec d'autres critères dont on va parler, je crois. Bien sûr, mais faut être lucide sur le fait que finalement les gens te vendent ce qu'ils ont à te vendre. Et moi, je voyais des discussions sur le sport automobile avec des gens qui disent non mais c'est impossible, c'est inimaginable que la F1 passe totalement à l'électrique ou que les rallyes passent totalement à l'électrique. Et je dis mais c'est pas inimaginable. Je veux dire, qui finance tout ce sport ? C'est les constructeurs. Il faut se souvenir de l'époque, la grande époque. Moi, je me suis arrêté au musée du Mans. Des 24 heures. Je suis jamais allé voir les 24 heures, mais je connais un peu la région. Et puis en plus, c'est sur mon chemin quand je pars en Bretagne. Et donc un jour, avec mon fiston, j'ai dit tiens, viens. D'abord, c'est rigolo parce que quand tu y vas, tu conduis sur une partie du circuit sur la route. Ouais. Et tout à coup, la route s'élargit devant toi. Tu dis que se passe-t-il ? Il y a des glissières de sécurité et là, tu passes sous le pneu Uniroyal. Tu vois, et tu dis ah oui d'accord, c'est là qu'on est. Et donc tu arrives au musée et dans le musée, il y a des voitures gagnantes des années 90, début 2000, où Peugeot faisait du diesel hybride. Pour Le Mans. Du diesel hybride, mon pote, t'imagines ? Mais pourquoi ils faisaient ça ? Parce que c'était ça qu'ils avaient à vendre. C'était la technologie qu'ils avaient à mettre en avant. À partir du moment où ils vont vendre plus d'électrique, ça n'aura plus aucun sens d'avoir du sport automobile qui restera thermique. Ça, c'est encore une logique qui est assez difficile à entendre. Hein. Ça, on en a déjà parlé dans ce podcast avec un coureur automobile qui, lui, est spécialiste de l'électrique, qui fait du rallye électrique, etc. et qui dit non, ça, c'est des choses qui sont encore un peu de l'anathème parce que voilà, si ça sent pas le super, il y a des gens pour qui c'est un vrai problème. L'autre frein, et celui-là, il n'est pas nouveau, c'est le prix. Et alors là, il se passe des choses, qui sont, je voyais cette pub pour la petite, comment s'appelle-t-elle, la petite Leapmotor T03 qui fait a priori la taille d'une Twingo, dirons-nous. Ouais, c'est voilà, ça. C'est étonnant comme voiture. J'ai pu l'essayer. Alors raconte. Alors attends, juste le truc, l'accroche c'est LLD ou c'est un leasing, enfin peu importe, 79 € par mois. Bon après un apport, tout ça, etc. Mais enfin, c'est quand même une voiture qui est pas chère du tout, c'est-à-dire qu'elle coûte... Moins cher qu'un pass Navigo. Oui, c'est un bon repère ça. D'ailleurs, ça doit être ça. Quand Citroën avait sorti la petite Ami, ils avaient dit c'est le même prix qu'un abonnement mobile. Parce que on peut l'avoir pour une trentaine d'euros par mois. Après, évidemment, là aussi un apport. Mais voilà, prix catalogue après une aide, elle est à 15 000 €. C'est-à-dire qu'on est vraiment largement sous la barre des 20 000. Toi qui l'as essayé, raconte-moi. Écoute, je suis sur les fesses pour rester poli parce que en termes d'équipement, en termes de qualité perçue, je me souviens que c'était il y a 1 an ou 2, je crois, il y avait un grand toit en verre panoramique. Alors, toute proportion gardée, c'est une citadine. Donc effectivement, si tu ne restes qu'en ville, c'est absolument génial comme voiture, c'est largement suffisant. En revanche, si tu as envie d'aller voir encore une fois ta grand-mère à Rouen, je ne sais où, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour ce qui est du tarif, moi je fais quand même très attention à ça parce que ça me rappelle toutes ces pubs qu'on voit pulluler absolument partout. Tu sais, un billet d'avion à partir de 10 €. Oui. Bon, il suffit qu'il y en ait un pour qu'on soit autorisé à dire à partir de. Donc, quand on parle d'un tarif à moins de 70 €, les conditions, elles sont quand même très restrictives. D'accord. C'est pas tout le monde qui va pouvoir en bénéficier. Bon, mais même au prix d'achat, à partir de 14 900 €. Les tarifs baissent, effectivement. Ouais, mais ça reste. Alors après, on parle de gens. Tu connais l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve ? C'est proche de 50 ans. Voilà, c'est plus de 50 ans. C'est ça. Aujourd'hui, ces personnes-là ont connu les grandes heures, j'exagère, connaissent un petit peu le marché de l'automobile. Et ça, pour le thermique comme pour l'électrique, les prix se sont envolés. Donc, on disait au début, l'électrique a du mal, ou je sais plus dans ton déroulé. C'est compliqué. C'est compliqué aussi pour la voiture thermique parce que je pense que nos salaires ne suivent pas l'inflation actuellement. Non. Derrière donc le prix des voitures, et quand tu me dis une T03 à moins de 15 000 €,
Je te dis, il y a quelques années, tu sais, Cédric, t'as acheté une Clio bien équipée pour moins de 10 000 euros. Ah oui, mais même encore assez, c'est pas si lointain que ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, une Clio thermique, mais voilà, toute proportion gardée, tu te dis, mais attention, pour 15 000 euros, regardez ce que j'ai. Ouais. Tu vois, non, je suis rassuré de savoir que c'est pas que c'est pas un pot de yaourt, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une caisse à savon. J'ai pas envie de casser du sucre sur le dos de Dacia, mais la première Dacia, fallait en vouloir. Hein. Tu veux dire la Spring? La première Spring, pardon, oui. Fallait en vouloir de rouler avec ça. La deuxième est bien meilleure, soit dit en passant. Alors, je vais y venir parce que je l'ai même regardé d'un peu près, la deuxième. D'abord parce que je la trouve plus jolie. Alors, j'avais pas essayé la première. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air, bon, ils ont beaucoup misé sur la légèreté et ça se sent un peu, quoi. C'est pas, et puis c'est une voiture qui ressemble pas à une citadine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une voiture dont tu pourrais croire en voyant son format que voilà, tu peux y aller, partir en week-end, etc. Non, pas vraiment. Et la nouvelle, moi, m'intriguait. Ce qui m'a surtout intrigué, c'est de voir les prix. Alors le prix chez nous, j'ai plus le prix exact en tête, mais il se trouve qu'il y a encore quelques semaines, on pouvait la précommander en Belgique et était-ce en Allemagne? Non, et au Luxembourg. Et avec des prix. Alors, il y avait d'abord un gros effort de Dacia sur les prix, je crois qu'ils retiraient 6 000 euros à l'ensemble. Et puis, il y avait des subventions locales. Et puis, il y avait même des subventions super locales dans les Flandres. Mmh. Et alors, ce qui veut dire que la nouvelle Dacia Spring, tu pouvais l'acheter vraiment, vrai prix, voilà, arriver avec ton chéquier et repartir avec pour 8 000 euros. 8 000 euros. Et là, je te dis oui, hein. Ah. T'es prêt à faire des concessions sur... Donc, elle est vraiment bien mieux. Oui, elle est vraiment bien mieux. Après, Dacia a fait un choix pour la France de proposer que il y a deux motorisations. De mémoire, c'est une 45 et une 65. Je crois, hein, je te parle de mémoire. Oui, tout à fait. Quelque chose comme ça. J'ai pas d'anti-sèche, là, j'ai rien, je fais ça sans filet. Et en France, on n'aura que le modèle haut de gamme. Oui, parce qu'en France, on est super riche, tu sais. Mais en fait, non, je sais pas. Non, plus le bonus qui est encore réduit, plus toutes ces conditions. Non, d'ailleurs, attends, elle a le droit au bonus. Elle est pas produite. Non, elle est produite en. C'est une bonne question. J'ai un doute là. C'est une bonne question. Oui, j'ai un petit doute aussi. Bah non, mais elle est produite où là? Bon. Elle était produite dans les pays de l'Est, mais je me demande si c'est toujours le cas. Je confonds, tu sais, on voit tellement de voitures. Encore une fois, si on n'a pas de notes, bah c'est pas évident. Et puis il y a une règle de 3 entre aussi la provenance de la batterie et tout ça, donc. Si, je crois que si, c'est bien le cas parce que la IC3 est plus intéressante parce qu'elle a le droit au bonus. Et voilà. Voilà, donc elle n'a pas le droit au bonus. Et en fait, c'est ça. Je crois que ça n'a pas arrêté les Belges et les Luxembourgeois, ce qui veut dire qu'elles cumulent les bonus à tel point que, pour tout te dire, je crois que la promo s'arrêtait à la fin de première semaine de décembre. À un moment, je me suis retrouvé sur le site belge de Dacia. T'as appuyé sur le bouton pour commander. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que je voyais des voitures disponibles. Ah, j'ai dit ah ben non, attends. Enfin, là, tu réfléchis presque même pas. Enfin, tu vois, ou d'acheter et alors là, pour le coup, ça mettait le modèle haut de gamme à 10, 11, 12 000. Et j'ai dit non, mais ok, soit. Et en fait, c'était une erreur du site. Enfin, il affichait des véhicules qui en fait étaient de la précommande parce que j'ai un gentil commercial de Renault Belgique qui m'a appelé en me disant Monsieur Ingrand, oui, mais c'est pour dans 6 mois. Voilà. Donc bon, ça m'a un peu refroidi, mais en tout cas, il y avait de vraies affaires à faire. Et là, pour le coup, là, t'as une vraie voiture quand même. C'est pas. Mais tu en avais en France aussi des vraies affaires à faire. Il y a 3 ans. Moi, je me souviens. Encore une fois, je déteste les gens qui font ça, mais je vais le faire. Tu sais, je connais quelqu'un qui. Toi, tu parlais de ta grand-mère. Moi, c'est ma tante. Elle a acheté une Fiat 500 pour moins de 16 000 euros. La Fiat 500 électrique, parce qu'à une époque, tu avais le bonus écologique qui était de 7 000 euros, je crois. Oui, tout à fait. Plus la prime de la région Bouches-du-Rhône de 5 000 euros, à laquelle tu pouvais rajouter la prime à la conversion, la prime à la casse. Qui était à 3 000 ou 4 000. Et tout ça était cumulable. Donc, quand tu cumulais tout ça, ta Fiat, et le prix de la Fiat 500, à l'époque, était moins élevé, parce que ça aussi, hein, chaque année, ça prend... il y a une inflation, comme on disait tout à l'heure, sur le prix des voitures. Donc, moralité, tu pouvais faire... Moi, je me dis, mince, j'aurais dû acheter une Fiat 500 il y a 3 ans, tu vois, parce qu'aujourd'hui... ça se vend pas non plus, hein, la Fiat 500. Il y avait des rumeurs comme quoi elle allait peut-être être arrêtée. Et on va le dire, les choses vont pas très très fort chez Stellantis.
Non, mais sans encore une fois leur casser du sucre sur le dos, les choses vont pas très fort chez tout le monde. L'industrie automobile, les équipementiers, tout le monde tire la langue aujourd'hui. Ah ouais, je le voyais. J'ai vu ce remarquable documentaire sur Prime sorti qui raconte un peu la Renaulution. Enfin, tu vois, le truc qui a été fait par notre camarade Cédric Fréhour avec le concours des gens d'Éléphant qui ont tourné ça de manière vraiment remarquable, qui ont fait un vrai beau travail de docu parce que ils ont tourné pendant 3 ans. Mais évidemment, ça leur a donné des accès à des choses incroyables. J'aimerais comprendre comment le docu a été financé quand même un peu, parce que je me demande si Renault a pas bien enfin, voilà. Mais non, mais ça a un petit côté. Enfin, c'est très positif dans l'ensemble, et tu vois Luca De Meo du début à la fin, mais en même temps il est très télégénique, Luca De Meo. Donc et il raconte, en gros ils partent du moment où il a dévoilé la R5, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans maintenant, presque 4, et ils vont jusqu'au moment où ils découvrent la R5 Turbo R3. Qu'il a aussi fait envie. Alors c'est amusant d'appeler ça un turbo, mais là on est tous dans une espèce. Oui, exactement. C'est comme le Taycan. Donc écoute, on s'en est moqué pour le Taycan, donc donc on va s'en moquer gentiment avec le sourire. Mais le truc c'est que le Taycan n'évoquait aucune nostalgie, alors qu'évidemment la R5 Turbo c'est un truc. Moi c'était mon rêve quand j'avais 9 ans quoi. Ça me faisait rêver plus qu'une Porsche. Plus qu'une Ferrari. De Luca De Meo. Moi, j'avais pu l'interviewer quand il était chez Cupra à l'époque. Et il nous avait dit un truc. Il dit, nous, on est des petrolheads. Tu vois, on aime la bagnole. On est des bagnolards. Même si on va faire de l'électrique, on essaiera de garder cette. Ils le disent très bien dans le docu. Ils disent, Luca De Meo, c'est un car guy. Il faudrait que je retrouve le nom du docu quand même, flûte. Bon, je vais vous le trouver. Mais c'est vraiment à regarder. C'est 4 épisodes de 40 minutes. C'est remarquablement fait. Et il raconte aussi Dacia, parce qu'évidemment Dacia aujourd'hui c'est un peu la poule aux odeurs de Renault, parce que ça marche très fort. Et puis parce qu'en plus ils ont largement étendu la gamme. Enfin c'est non. Et il raconte. Ça monte en gamme chez Dacia aussi. Très clairement, le nouveau, comment il s'appelle, le Bigster. Le Bigster, tu regardes ça, tu dis ouais. Alors il n'est qu'hybride, mais bon, il a l'air bien foutu. Ils ont des bonnes idées, tu vois. T'as leur break qui peut se transformer en camping-car. Tu peux mettre un lit. Ils ont tout un tas d'accessoires. Ils essayent de devenir, tu vois, la marque un peu lifestyle. Avec tout un tas de petits accessoires comme ça sympathiques, et c'est assez cool. Non, c'est intéressant. Bien branchouille. Ils ont une espèce d'éthos de marque. Enfin, ils savent exactement où ils sont positionnés et ce qu'ils doivent proposer. Et ce que Luca De Meo a fait, c'est les pousser à être vraiment une marque d'outdoor, en fait. De voitures qu'on emmène dans la nature. C'est assez intelligent. Il parle aussi d'Alpine, qui est quand même un truc formidable, merveilleux. Moi, j'adorerais essayer une Alpine. Parce que là aussi, c'est... Vas-y, parce que c'est génial. La 110, on parlait de Porsche tout à l'heure. Je quitte l'électrique pour une thermique. Je t'ai dit une Porsche. Oui, la 110, ça peut le faire aussi. Même s'il y a des commodos de Clio dedans, ça me dérange. Ah non, c'est génial. En revanche, la 290, je suis un peu plus... oui, c'est leur simili SUV. C'est la R5, la 290. Ah oui, pardon, la 290, c'est... Non, oui, il parle tout à fait. Oui, c'est la R5 Alpine, quoi. La R5 Alpine, plus puissante, dans le fond, c'est la même... On préfère la turbo, en fait, tant qu'à faire. En même temps, c'est pas toi que je vais le dire, ces voitures électriques, pour certaines, tu te dis, mais vous allez mettre ça entre les mains de gens... Enfin, t'as le couple tout de suite, t'as des puissances complètement délirantes pour certaines. Tu te dis, mais on va se retrouver avec des fous du volant sur la route. C'est des manches permis, hein. Oui, sans même parler de ça. C'est des manches permis. Parce qu'en plus, tout ça se fait dans le confort et le silence, dans l'ensemble. Donc tu appuies un peu, ça y est. Tiens, je suis à 80, qu'est-ce que j'ai fait? Les motos électriques. Moi, pour blaguer, je dis c'est les 0 à 100 en Hatchoum. T'es thermique à 100 km/h. C'est n'importe quoi. La feu Harley Davidson, ça s'appelle LiveWire maintenant. Oui. Leur première bécane qui est magnifique, c'est génial. Ils m'ont lancé à 34 000 euros. 34 000 euros, une moto, tu te dis ouf. Oui, mais avec pareil des autonomies, bon, c'était 100 sites
Si t'es sans la poignée, c'était 120 km, ce qui est la même chose sur une thermique, si t'es sans la poignée, sauf que la thermique, tu fais le plein en 2 minutes. Ta moto, là, c'est 40 minutes sur une bande rapide si t'en trouves une. Mais eux aussi ont dû baisser les prix, parce que ça allait pas fort. Je crois qu'elle est à 25 000 maintenant. Mais oui, tu te retrouves avec des véhicules, avec des puissances, tu vois, on parlait de tu vas prendre une Twingo versus une Twingo électrique. Oui. Une Twingo électrique au feu rouge. C'est toujours toi qui démarre en premier, non, très clairement. La Dacia, sur les ronds-points, tu t'éclates aussi. Bon, les pneus, c'est pas... Le docu sur Prime Video s'appelle Autonomie. Autonomie, elle est bonne. Anatomie d'un comeback. Allez regarder ça se regarde avec plaisir. Et de fait, c'est pas que un truc de petrolheads, comme dirait Luca De Meo. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il parle de course automobile, de la F1, du Mans, de tout ça. Et surtout, voilà, c'est l'âme de journaliste qui vibre. C'est-à-dire que le niveau d'accès, il est incroyable. C'est-à-dire pas aller au fond du couloir, chez Renault, dans l'atelier de design, où personne n'a le droit d'aller. Enfin, c'est des trucs qui font quand même kiffer. Est-ce lié à Luca De Meo? Je sais pas, mais à l'époque de Seat Cupra, on avait eu pareil. Il poussait pour que les journalistes puissent. On a fait le centre de design. Bon, forcément, t'avais des stickers sur ton appareil photo. Oui, t'avais des voiles noirs sur certains trucs. Tout ça. Ouais, voilà. Mais en l'occurrence, voilà, on avait des one-to-one, on avait accès à plein de choses. Donc, je me demande s'il a pas aussi emmené cette culture-là chez Renault. Ce qui est bien, parce que Renault avait la réputation d'être très opaque, de pas communiquer. Et même nous, en termes de relations presse, on se rend compte que c'est assez simple. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, à voir. Effectivement, cette Renault 5 très enthousiasmante, elle est superbe, cette voiture. Je t'avoue que là, je suis en train de racheter une voiture. Et bon, c'est l'autonomie, c'est tout ça. Et puis alors, c'est comment dire, toujours peur d'acheter la première version de quelque chose maintenant, surtout en outils technologiques. Tu vois, c'est comme... c'est un des freins, encore une fois, l'électrique, pour celui qui s'y connaît un petit peu. Effectivement, tu te dis, mon téléphone, il évolue tous les ans. Là, les smartphones, chez Tesla, quand tu vois que ils te changent le hardware sur ceci, sur cela, entre une je sais plus quoi, c'était entre une juin 2021 et fin d'année 2021, ils te changent le hardware. Donc ta voiture, elle était le mode sentinelle qui s'active en 2 secondes, alors que dans l'autre, t'attends. Et effectivement, ça tu peux pas freiner non plus. Non, ça c'est normal. C'est pas tant une question de version qu'une. Alors après, c'est vrai que c'est plein de choses qui se gomment et qui se corrigent par le software. Mais encore faut-il qu'ils le fassent. Et là, c'est un bien mauvais procès qu'on fait à Renault, parce qu'eux, ils ont énormément investi dans le software. Ils ont fait Ampère, qui est leur simili-filiale, qui fait, pour ainsi dire, que du software dédié à la voiture électrique, à la gestion de plein de choses. Et qui est le reproche qui a été fait à Stellantis, qui s'est beaucoup reposé sur des sous-traitants et qui se retrouve un peu bloqué sur plein de choses. C'est l'un des trucs qu'a payé le maintenant ex-PDG de Stellantis. Probablement pas que ça, parce que c'est rare de voir un patron débarquer comme ça du jour au lendemain, au bout de wow. 10 ans. Ouais, c'est ça. Et d'ordinaire, c'est des choses où les gens prennent les formes, tu vois, en disant voilà. Et surtout que son départ était programmé. Oui, c'est ça. Alors que donc on voyait pas où était l'urgence, on pouvait dire bon, en juin prochain, il a exprimé la volonté de passer plus de temps avec sa famille, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais non, là c'est dehors, quoi. C'est ton carton est sur le trottoir. Ça pique un peu. L'américaine. Ouais. Mais pour en revenir, à la voiture électrique, effectivement, c'est un peu comme dans la tech. À un moment, tu te dis bon, je vais acheter ça, mais j'attends la nouvelle version. Bon, si tu fais ça, t'achèteras jamais rien. Donc à un moment, faut te lancer. Là où ça peut être problématique, c'est sur ta valeur résiduelle. Et là, au niveau du marché de l'occasion, compliqué. Je crois que je t'ai trouvé ta transition d'ailleurs, non? Oh, c'est gentil, vraiment, t'es un amour. Parce que ce problème de valeur résiduelle, il pose plein de questions à plein de gens. Moi, je l'ai vu, il y a moi qui suis à l'ouest de Paris, pas très loin de chez moi, à Chambourcy, il y a toute une avenue, la route de Mantes, où d'ailleurs était la première implantation de Tesla, où il y a plein de concessionnaires de toutes les marques qui sont là. Très bien. Et il y a un grand vendeur de voitures d'occasion qui s'appelle... je vais pas écorcher son nom, je crois que c'est Alvernias, un truc comme ça. Et où je m'arrête parfois pour voir le prix des électriques d'occasion.
Et là, je suis allé sur leur site et il m'a fallu 10 minutes pour dire « Attends, mais c'est moi ou il n'y a pas une Zoé ?» Et je pense qu'il y a des revendeurs sur l'occasion qui ne prennent pas certains modèles parce que c'est compliqué de les revendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la valeur résiduelle de la voiture n'a pas baissé au même rythme que celle du même modèle en neuf, et où on a vu parfois des courbes se croiser. Chez Tesla, c'est massif. C'est un drame. Il y a encore eu j'ai vu des promos récemment pour des modèles Y chez Tesla qui voulaient évidemment en vendre beaucoup sur le dernier trimestre, et deux, probablement se débarrasser de la modèle Y existante en attendant l'arrivée de la nouvelle, et où avec eux juste des incentives commerciaux, j'ai envie de dire, ça tombait à, je crois, 34 000 € une modèle Y. Ce qui était à tel point que c'était, je crois, il y avait plus que 500 € d'écart avec une modèle 3. Enfin, ça n'avait plus beaucoup de sens. Là, c'est remonté au-delà de 40, mais on imagine que ça fait quand même tanguer beaucoup tous les gens qui vivent de l'occasion. Quand ça fait le yo-yo comme ça, la valeur d'une bagnole, c'est jamais bon de toute manière, que ce soit en termes, je pense, d'image de marque, mais aussi en termes de valeur résiduelle sur les voitures. Et effectivement, quand tu vas sur du premium allemand, bon, tu payes le prix, mais normalement, ta voiture, elle va pas décoter au bout de 6 mois de manière complètement délirante. Surtout quand tu avais vu à un moment la modèle Y avait baissé de 10 000 €. Oui. Donc, tu as tous ces gens là aujourd'hui qui ont leur modèle Y, qu'ils ont payé plein pot. Tu t'imagines? Faut imaginer qu'il y a 5 ans, une modèle 3, c'était 60 000 €. La seule disponible, qui était celle avec deux moteurs, la grosse batterie, etc. Il a fallu que le modèle propulsion à juste un moteur arrive pour faire tomber ça avec à 43 000, donc 36 000 avec les 7 000 de bonus de l'époque. Et ça a été une révolution, mais évidemment, ça a posé un problème à tous les gens qui avaient les modèles précédents parce que leur prix aussi a baissé. Alors c'est bien parce que ça veut dire que le prix du neuf baisse, mais ça fragilise totalement le marché de l'occasion. Est-ce que tu retournes sur une marque qui t'a fait perdre 10K? Ça dépend. Ça dépend parce que, le pire, c'est quand même pour les gens qui avaient des modèles très chers, des modèles S, des modèles X, qui sont passés de 130 000 à 85, et avec des décotes qui étaient vachement violentes, et puis aussi avec des voitures qui évoluent énormément. Donc tout à coup, tu vois, là, si t'achètes une Mercedes de 2019, tu sais ce que t'achètes. Y a pas, si t'achètes une voiture électrique de 2018, 2017, etc., t'hésites, tu te poses la question en même temps, tu te poses la question de l'état de la batterie comme tu te poserais la question de l'état du moteur sur une voiture qui est un peu roulée, sur une thermique qui est un peu roulée. Mais non, c'est compliqué. De toute manière, l'état de la batterie, on peut le vérifier. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui te certifient les batteries. Moi, ça me fait penser, dis-moi si je me trompe, mais ça me fait penser un peu dans le monde de la tech à iPhone, Samsung. Tu vois, l'iPhone, chez Apple, ils ont toujours essayé de maintenir le prix de l'iPhone, quand il sort, il est à 100 €. C'est le prix de l'iPhone. Mais c'est stable. Ils jouent jamais le jeu des grosses ristournes, alors que t'achètes un Galaxy S, t'es pas à l'abri 3-6 mois plus tard que le prix plonge, tu Absolument. vois. Avant l'arrivée du nouveau modèle. Même avant, au bout de 3 mois, tu commences déjà à trouver des promos, tu vois. À partir de là, quand tu revends un iPhone qui a 1 an ou 2 ans, tu gardes une belle valeur résiduelle. Oui. Un Samsung, je suis moins sûr. J'ai pas regardé. Il y a des vraies affaires à faire de ce côté-là. Oui, non, il y a des choix. Et puis c'est des constructeurs qui sont tous dans des stratégies de gain de part de marché. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas rester assis en disant, ils en sont pas à privilégier les marges. C'est-à-dire que il faut qu'ils se développent pour arriver à gagner en efficacité, pour arriver à avoir des économies d'échelle sur la production. Enfin bref, ils ont faim, quoi. Et évidemment, ça veut dire que les marges sont fines, que le marché est vachement maltraité, et puis que, évidemment, ils le disent tous. Enfin, je veux dire, tous les constructeurs européens particulièrement. Il y a les Chinois qui sont en embuscade et qui, eux, font pas de sentiments non plus, et ont des moyens apparemment quasi illimités. Moi, je regardais le nombre de concessions BYD qui ouvrent en un an en France, c'est fou. Et les voitures sont pas mal du tout. Je vois, c'est Xpeng maintenant qui arrive chez nous. Enfin, il y en a, et puis il y en a plein qui arrivent. Pour en avoir essayé une, là, j'ai eu la Xpeng G9. Ouais. Ouais, tu dis, waouh. Combien ça coûte, ça? 59 000, je crois. Bien. Ça ressemble à un Range Rover. À l'intérieur, c'est une finition tout cuir. Enfin, c'est incroyable. Siège avant, arrière, chauffant, ventilé, massant. Même à l'arrière, ton petit peut se faire masser.
Wesley a adoré, je peux te le garantir. Et t'as écran passager, écran de 15 pouces passager, écran. C'est super bien fini, ça roule bien. Bon, ça consomme un petit peu, forcément, vu la taille du bestiau. Mais en termes de prix, tu te dis, mais comment ils font? Comment font-ils? Et effectivement, c'est ce qui pose problème aux constructeurs, notamment européens. Mais on le voit, les usines là, qui sont en train de fermer. Regarde, enfin, je veux dire, Volkswagen qui est en train de réduire la voilure, c'est Volkswagen. On n'est pas en train de parler d'une petite entité. C'est compliqué. Et en plus, c'est des gens dont on voit depuis plusieurs années qui se débattent face à des choix cornéliens, c'est-à-dire qui sont... comme on le dit souvent, le dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire, je sais de quoi l'avenir va être fait, mais si j'investis tout dans l'avenir aujourd'hui, je plombe mon business du moment. Donc, c'est très difficile. C'est plus facile d'être justement un BYD, un Xpeng ou un Tesla, parce que toi, t'as pas un passé à sauvegarder. Et puis, t'as pas un passé, et puis une entreprise, et puis un outil industriel, et puis des centaines de milliers d'employés, et puis toute une industrie, enfin, etc. Mais alors qu'évidemment, si t'es un Renault, un Stellantis, etc., c'est quand même vachement plus compliqué. Alors un Volkswagen, j'en parle même pas, parce que là aussi, il y a eu un changement de direction à un moment sur... on est passé, je dirais pas d'un extrême à l'autre, mais... il y a eu des revirements de stratégie qui sont compliqués et de fait, je pense que l'année à venir va être assez cruelle pour l'industrie automobile dans son ensemble, avec un bémol moi je me réjouis jamais du malheur des gens, mais c'est pas faute de l'avoir vu venir en fait. Et c'est l'autre problème en fait du dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que tu sais que c'est ça qui va arriver. Mais le problème, c'est que si tu es un grand acteur établi, tu es à peu près le moins bien placé pour être le meilleur sur la nouvelle vague, quoi. C'est Nokia. Voilà, c'est un peu Nokia. Alors Nokia, c'est compliqué parce que là, on est sur des cycles de renouvellement qui sont plus courts, etc. C'était plus court, Voilà, bon, donc ils auraient, après il y a toujours un peu d'incrédulité et d'entêtement. Disons BlackBerry, par exemple. Voilà. BlackBerry. En disant non, mais attendez, pour ce qu'on fait, on est les meilleurs. Oui, on va changer un peu à la marge, mais voilà. Puis au moment de changer, il est trop tard. 2, t'es moins bon que celui qui a pris le virage avant toi. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, je voyais dans les nouvelles du moment des choses qui étaient, presque inimaginables. Il y a encore, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. La possibilité d'une fusion annoncée entre Honda et Nissan. C'est un peu comme si LG et Samsung fusionnaient. Je sais pas comment vous dire. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Alors évidemment, ce serait un nouveau géant. Ce serait quasiment numéro 3 du marché ou quelque chose comme ça. Mais qui vont tous les deux pas très bien. Je suis étonné, moi, que Nissan n'ait pas... enfoncer le clou de l'électrique, parce que c'est quand même... Ils avaient de l'avance avec la Leaf, qui était... Moi, je me souviens, j'avais conduit la toute première Leaf au Japon, c'était incroyable. Et puis, en plus, ils imaginaient déjà plein de choses sur à la fois la conduite autonome, à la fois des systèmes absolument abscons, des trucs qui n'existent que au Japon, où la voiture allait voir les piétons avant qu'ils arrivent au carrefour avant que tu puisses les voir, parce que la voiture était connectée au réseau mobile et que le réseau mobile traquait les gens en temps réel. C'était un truc de fou, et qui sur ton écran te disait attention, dans 50 mètres, il y a un piéton qui va débouler sur... Bon. Bref, ils avaient une large avance, en tout cas en termes de vision. Et ben, ils ont fait la Leaf, et puis après, ils ont plus fait grand-chose. Honda, guère mieux, j'ai envie de dire. Ils ont innové, Honda. Je me souviens de la Honda i. La Honda i, elle est super. Petite caisse. Voilà. Puis elle qui se cachait pas derrière son petit doigt. C'est une vraie citadine, mais ce n'est qu'une citadine. Bah voilà. D'ailleurs, quand tu la vois, prix élevé, donc c'était compliqué parce que le marché était pas encore vraiment là. Moi, je l'aime bien, la Honda i. J'adore. Génial, c'est un salon. Ouais. Moi, je m'explique pas. Alors, je suis l'un des rares membres du fan club de la Nissan Cube. Que j'ai adoré, et qui a c'est cette espèce de design qui est finalement assez courant au Japon. Ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle flûte. Ouais. Oui, enfin un Kei-car.
qui, en gros, c'est un microspace, on dirait, petite voiture cubique, mais avec pas mal d'espace à l'intérieur. C'est très agréable. Et pourquoi c'est cubique? Parce que ça doit rentrer dans des places de parking très très contraintes, à la fois en largeur, en hauteur, etc. Donc c'est ce qui arrive là chez Hyundai là, avec le, comment il s'appelle, le Inster, je crois. Oui, absolument. Et tout à coup, je me suis mis à le regarder, genre, quelqu'un m'a écouté. Et moi, je trouve que c'est une voiture kiffante, mais kiffante comme comment dire, comme un multiplat était, tu vois, original dans son genre. C'est-à-dire que c'est pas. Achète un, tu fais un rétrofit. Ouais, non, je vais pas acheter un multiplat. Ou tu veux dire une Nissan Cube, une Cube. Je suis même pas certain que ce soit autorisé. C'est oui, ou j'en fais une collection. Enfin, c'est ça. Du rétrofit, pourquoi tu? Je crois qu'il y avait que juste une série de modèles qui étaient autorisés, enfin qu'il fallait. Je sais pas, je t'avoue que je suis un peu ignare sur le domaine. Ça, c'est un des trucs que j'ai envie de faire dans ce podcast un jour, c'est de parler enfin à un professionnel du rétrofit. Ils sont pas très nombreux, mais c'est. J'ai essayé une 103 rétrofitée. Une mobilette 103. La 103, oui, à Montreuil. Une 103, écoute, une 103 SP. Ouais. Eh ben, écoute, elle avait l'air neuve, 100% électrique, pas ce bruit-là. Non. Et avec un carbu de 19 et un pot Gordini. Les gens étaient, waouh, c'est super, tout le monde trouvait ça complètement. Ah bah bien sûr. Mais alors ça, c'est un truc que j'ai vu d'ailleurs. Où est-ce que j'ai vu ça? C'était en Colombie où il y avait encore énormément de. Enfin, c'est le dernier pays où tu vois des Renault 18, des Renault Fuego et des mobilettes. À Madagascar, si tu veux voyager dans le temps aussi. Ouais, moi, j'avais ce souvenir à Madagascar. T'arrives à l'aéroport dans les petits bleds à l'ouest du pays et tu te dis, mais c'est les taxis, ça, des 4L, enfin, c'était un musée. La 4L qui est d'ailleurs un peu la prochaine étape pour Renault parce qu'elle va sortir Est-ce que tu l'as vu par contre? Oui, mais voilà, là on est vachement plus éloigné. Le nom et les phares ronds parce que t'as vu la taille du machin, c'est gros. Oui, c'est un SUV en fait. Ouais, c'est gros. La Roquette à la calandre plate avec les phares ronds à l'avant qui rappellent feu la 4L et puis cette ligne à l'arrière, mais ouais, je me suis dit, ah ouais, 4L, moi elle a bien grossi la petite. J'ai eu une 4L un jour, quand je sais plus, il y a très longtemps, mais parce que j'avais cassé ma voiture précédente, qui était d'ailleurs, j'avais eu que des Renault jusque-là, c'est intéressant, mes premières voitures, c'était que des Renault, et j'avais racheté une 4L à un surfeur, qui lui-même l'avait racheté à EDF, donc j'avais une 4L bleu EDF avec une galerie sur le toit pour mettre les planches de surf et plein de trucs collants partout. Je l'avais vraiment pas payé cher, hein, mais c'était quand même une guimbarde enfin, je me suis fait quelques voyages avec, c'était courageux, hein, mais bon, c'était l'époque où n'importe qui pouvait te réparer ta voiture. Et n'importe qui pouvait acheter une petite voiture, parce qu'aujourd'hui, ça va devenir compliqué, parce qu'avec les ZFE, comment tu fais? T'es jeune conducteur, jeune permis, et tu vas t'orienter vers quoi? Vers une amie, vers ce genre de petits véhicules qui... en fait, il faut que ces voitures électriques qui arrivent sur le marché aujourd'hui dans le neuf, qu'on leur donne un peu le temps de redescendre vers le marché de l'occasion, et puis que les prix se stabilisent assez pour que c'est compliqué, hein. Et c'est compliqué pour plein de gens. Je voyais à quel point c'était compliqué pour les professionnels du leasing, par exemple, parce que là aussi, eux, il y a un énorme enjeu sur la valeur résiduelle de la voiture au bout de 3 ans quand tu la rends. Idem pour les loueurs. On dit Hertz a revendu tout plein de ces Tesla parce que ça leur va pas, c'est nul. Non, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est pas. Il y en a qui ont dit que c'est des questions de fiabilité ou machin. Pipeau. Leur problème, c'est évidemment la fluctuation des prix et où ils sont sur un business où ils savent qu'au bout de 1 an, peut-être 2, rarement 3, ils vont revendre la voiture. Donc le fait que tout à coup le prix d'occasion de la voiture baisse de 20 ou 25%, tout à coup l'équation économique, c'est juste qu'elle fonctionne plus pour eux. Du coup, compliqué. Tu parlais de Madagascar. Moi, j'ai été frappé par... on parle souvent de la Norvège en disant c'est l'autre pays de l'électrique, enfin c'est le pays de l'électrique. Eh ben, il y a un autre pays de l'électrique dont je pense que ni toi ni moi n'étions vraiment au courant. C'est l'Éthiopie. Et alors là... Alors, tu m'aurais dit, voilà, l'Éthiopie est le pays où l'électrique a dépassé le thermique, wait what? Et alors, c'est intéressant parce que il y a une centaine de milliers de voitures électriques en Éthiopie aujourd'hui. Mais il y a des raisons à cela. C'est d'abord, évidemment, l'Éthiopie n'a pas une industrie locale de l'automobile. Mais le gouvernement éthiopien estime aujourd'hui que le nombre de voitures électriques sur ces routes va plus que quadrupler d'ici à 2032. Et
Et pourquoi ils le savent? Tout simplement parce qu'ils viennent d'interdire l'importation de voitures thermiques. Au moins, ça c'est clair. Non, mais au moins, je veux dire, c'est pragmatique, tu sais où tu vas. Et ils en ont profité pour aussi pour réduire considérablement les taxes sur les voitures importées. Avant, en fait, les taxes sur les voitures, thermiques ou peu importe, c'était 200% de taxes à l'importation. Forcément, ça devait limiter un peu les ventes, alors que pour une voiture électrique, c'est 15%. En gros, c'est la TVA, quoi. Et du coup, évidemment, sans grande surprise, ça marche. Et pourquoi ils le font? Tout simplement parce qu'en fait, ça coûte très cher pour eux d'importer du carburant. Et en plus que 96%, et ça je le savais pas du tout, 96% de l'électricité du pays vient de l'hydroélectrique. Donc en gros, c'est clean, c'est pas cher, etc., etc. Comme en Islande. Comme en Islande, comme au Québec. Du coup, c'est voilà, pour eux, ils disent non, c'est win-win. On va polluer bien moins, parce qu'en plus, il faut dire que le bilan carbone de ton essence qui est arrivée par bateau, il pique un peu les yeux. Et puis je pense qu'en faisant ça, c'est pas comme si il bloquait les ventes de centaines de milliers de voitures non plus. C'est pas non plus un marché de volume énorme. Non. Mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est quelque chose que j'aurais jamais dit. Ouais. Ah non, là tu m'aurais dit l'Éthiopie. Alors je pense qu'on aura là. J'étais en Afrique du Sud il y a 2 ans. Je me marrais parce que donc il y a pas une voiture électrique. Et tu voyais dans Johannesburg des pubs pour l'Audi e-tron GT, donc le modèle qui est pas spécialement donné, tu vois. Non. Mais voilà, dans un pays où il y a très peu de voitures électriques, où il y a 2 ans, je sais pas si ça a changé depuis. Et là, tu me dis qu'il y en a Éthiopie devant l'Afrique du Sud. Ouais. Non, j'aurais pas parié ça. Je reviens parce que dans les nouveautés, on avait évoqué la R5 Turbo 3E, donc électrique. Celle-là, ils l'ont pas encore fait essayer. Personne n'a tour à rouler avec. Non, c'était un concept là. Je crois, je l'ai vu passer. Quelle merveille. C'est vrai que ça 500 chevaux. C'est quand même extrême dans la ligne. Hein. On a encore. C'est très très large. Hein. Et puis il faut se souvenir qu'à l'époque, on élargissait une R5. Ouais, allez voir une R5 de l'époque. Si vous arrivez à en trouver une, ça fait c'est large comme mon petit bureau là. C'est vraiment c'était un truc où on était quand même épaule contre épaule dans l'ensemble. Alors que c'est quand on a quand même des voitures qui ont largement pris leurs aises ces 40 dernières années. Donc là, on élargit encore. Enfin, non, je pense qu'en ville, ça va être un peu compliqué, mais voilà, 500 chevaux dans une voiture qui va faire moins de 1000 kilos avec un 0 à 100 en 3 secondes. Oui, je pense qu'il y a pas, j'ai vu aucune évocation du prix de la chose. Non, parce qu'en général, quand on te montre ce type de concept, ensuite la version finale, si tant est qu'elle soit commercialisée, déjà faut qu'il y ait un marché pour ça. Ouais. Et ensuite il y aura des adaptations qui seront forcément faites. Ouais, mais la R5 Turbo originale, ils en avaient pas vendu des milliards non plus. Hein. Ouais. C'était quand même une tête de gondole, quoi. C'était. On parlait des problèmes que la fluctuation des prix d'électrique pose pour les professionnels du leasing, de la location, de l'occasion. Et tant qu'on parle de leasing, le leasing social revient. Vous vous souvenez, le leasing social, c'est le truc qui avait été lancé l'année dernière et qui avait été, j'ai envie de dire, victime de son succès parce qu'il comptait aider à l'acquisition de, je crois que c'était 50 000 voitures. Et évidemment, c'était allé beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. La promesse, si on l'exprime ainsi, c'était de pouvoir proposer des voitures autour d'une centaine d'euros par mois en leasing, mais certains étaient proposés encore plus bas. Moi, je me souviens des Twingo qui étaient à une 40aine d'euros par mois. Là, tu tombes au prix d'un abonnement mobile un peu chargé. Ça fait réfléchir. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup, la voiture te coûte moins cher que son assurance. Ça pose quand même des questions. Non, parce que encore une fois, ça s'adresse à une catégorie de personnes dont le revenu fiscal de référence ne doit pas dépenser un certain montant
Et je suis pas persuadé que, tu vois, à un moment, tu te dises, bon, bah la première chose que je vais acheter, eu égard à la conjoncture actuelle, ce sera une voiture, tu vois. Ça se défend. Donc effectivement, ça va réduire quand même les candidats potentiels, même si forcément il y en a énormément, comme tu disais. Après, je me demande, ça reste d'actualité, ça, parce que bon, comme tu le sais, hein, on aime bien en ce moment jouer avec les gouvernements. Budgétairement, c'est un peu compliqué, oui. Et là, le bonus pour les vélos à sauter, le bonus oui, c'est vrai. Il y a plus rien, hein. On est en train de couper à droite à gauche. Il y a besoin de pognon, hein, faut le dire clairement. Oui. Et ça, j'ai lu quelque part, ça avait coûté, il y a une enveloppe de plus d'1 milliard, je crois. Ça avait coûté 1,5 milliard l'année dernière, si je me souviens bien. Tu vois, donc, eu égard à la conjoncture actuelle et ce qu'on disait, les politiques on cherche du pognon là où il y en a. Ouais. Est-ce que, parce que bon, ouais, à une époque c'était, il faut rouler vert. Maintenant c'est, faut rouler pas cher. Oui. Le bonus, on rogne le bonus. Soit dit en passant, le malus, lui, on le rogne pas. Hein. C'est le contraire. Hein. Non, parce que c'est lui qui est censé financer le bonus. Tu vois, donc les vélos, etc. Enfin bon, pour le moment, on met tout ça de côté. Donc, je me demande moi si ça va perdurer Je sais pas, mais c'est vrai que apparemment, je sais pas si le chiffre est vrai. Normalement, cette année, les bonus et puis aussi la prime rétrofit doivent tenir dans une enveloppe budgétaire de 700 millions. Ce qui est beaucoup moins que ça n'a été. Hein. Donc ouais, non, clairement, oui, je pense que c'est pas bon. Il est heureux que dans le même temps, les vrais prix entre guillemets des voitures baissent tout seuls, ou en tout cas que voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as des modèles aussi qui commencent à devenir quand même abordables et puis qui efficaces. Hein. Je pense notamment la Citroën IC3. Qui j'avais bien aimé, ça, c'était une voiture assez sympa. Encore une fois, si tu veux, si tu te contentes d'un usage d'une citadine, et que tu n'envisages pas de faire autre chose avec ton véhicule, ou que tu es prêt à accepter des contraintes énormes. C'est-à-dire? En termes de puissance de recharge, par exemple, quoique je crois que la IC3 charge plutôt, c'est plutôt pas mal. Bon, petite batterie, etc. Et tu sais, en hiver, tu prends l'autoroute. C'est les deux choses que n'aime pas la voiture électrique, hein, les vitesses élevées et le froid. Ton autonomie se réduit comme peau de chagrin. Plus ensuite, tu arrives à la borne de recharge où tu connais pas le tarif, où les tarifs sont quand même relativement élevés, où là tu te retrouves à poireauter. Enfin, moi, je me suis déjà retrouvé à une borne. J'étais très content d'être dans une voiture. Bon, forcément, pour avoir les plateformes 800 volts, il faut avoir des voitures à plus de... Fais-nous rêver, Driss. Qu'est-ce que tu conduisais? Qu'est-ce que c'était? C'était une Audi RS e-tron GT. Donc, prix de départ 108 000, je crois. Mais effectivement, c'était pas une EC3, clairement, oui. Non. Et t'arrives à la borne, il y a un monsieur avec, c'est très bien aussi, j'adore la Mégane électrique. Toi, tu te branches, le truc, poum, il monte à 250 kilowatts. L'autre à côté, il est difficilement à 70 kilowatts, tu vois, 50-70 kilowatts. Tu restes 10 minutes, un quart d'heure, tu vas faire le petit pipi, tu reviens, pouf, t'es reparti. Là, tu es encore là, tu dis bon, désolé, quoi. Et malheureusement, voilà, toutes ces technologies, bon, tôt ou tard, ça va descendre. On sait que ça va venir. Mais c'est de ça que je veux parler quand je disais les contraintes, parce que bon, à une époque, t'achetais une Twingo. Là, j'ai fait, accroche-toi, un déménagement avec une Twingo, hein, tu sais, la petite Twingo, toute rouillée, etc. On a réussi à mettre un lave-linge et un lave-vaisselle dedans, figure-toi. C'est hyper modulable. C'est héroïque. Et ta Twingo, ça se garait partout. Bon, aujourd'hui, encore faut-il trouver des places dans certaines villes que je ne citerai pas, ça m'horripile. Mais au-delà de ces conditions... Je comprends pas, moi, à Paris, je me gare n'importe où. Enfin, pas n'importe où, je veux dire, mais je trouve des places tout le temps. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de voitures sur la route. Tu veux pas rouler avec moi alors? Parce que, non, peut-être, je roule moins que toi, faut dire. Et je roule dans... Je ne vais plus dans Paris. Enfin, on a le stationnement gratuit. C'est impossible. C'est devenu hyper compliqué. Et je te parle pas de l'hypercentre. Hein. Ça commence à arriver maintenant en périphérie. Enfin, là n'est pas le débat. Là. Ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu achètes ta Dacia Spring. Oui, tu vas avoir des contraintes que tu n'avais pas avec une vieille Twingo thermique. Ta Twingo thermique, tu avais envie d'aller manger un kouign-amann en Bretagne. Vas-y, tu prends ta voiture. Alors certes, tu faisais pas un 130, 150 sur l'autoroute. Par grand vent. Tu y arrivais tranquillement, hein, bon an mal an, tu arrivais, tu faisais ton plein, tu te posais pas de questions. Là, si tu
tu te retrouves à devoir charger pendant 3 heures. Je sais pas, je sais pas les durées de charge, mais voilà. Pas. Enfin, s'il faut faire des pauses de plusieurs heures, c'est ça que je veux dire quand je parlais de contraintes. En revanche, au quotidien, non, c'est super ces voitures-là. Encore une fois, je te dis, moi, le choix judicieux serait d'acheter une Twingo électrique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autonomie, mais ça reste quand même abordable. Ça va répondre à tous tes besoins. J'ai une borne de recharge dans ma résidence, donc aucun souci. Même si c'est pas beaucoup de puissance, on n'a pas besoin de grosses puissances de recharge. Par contre, la question se pose, c'est je veux en trouver une pas chère parce que derrière, je sais que je vais la revendre pas chère. Ah oui. Donc, tu vois, il faut faire attention à ces choses-là. Là, tu poses bien l'équation parce qu'en fait, si tu sais où tu vas recharger chaque soir, ou pas que si tu sais que tu peux recharger n'importe quand le soir en rentrant chez toi, alors t'as pas de souci. Non, mais il faut accepter de te dire que ta voiture, le jour où tu vas vouloir la revendre dans quelques années, tu vas perdre de l'argent. Ça dépend. Moi, je vois quand même il y en a qui oui, c'est vrai que c'est. il faut, encore une fois, tomber sur, le même profil que toi, la personne qui se dit, tiens, j'ai les mêmes besoins que lui, ce véhicule-là. Bon, c'est pas le plus sexy, effectivement, c'est pas une e-tron GT, mais elle répond parfaitement à mes besoins. Ce qui est contre-intuitif parce qu'on imagine pour l'instant que, jusque-là avec raison, que c'est des voitures qui vont durer plus longtemps en plus. Oui, c'est le cas parce que effectivement, quand on dit on s'inquiète de la dégradation de la batterie, tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'on fait souvent le parallèle. Les gens se basent là-dessus. Les gens se basent sur leur expérience du smartphone. En disant, au bout de 2 ans, ma batterie, elle souffre. J'ai plus d'autonomie, voilà. Mais c'est pas du tout les mêmes tailles de batterie. Et d'une part, ce ne sont pas les mêmes tailles de batterie. D'autre part, les batteries ont quand même des cellules qu'on peut activer. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Normalement, accessoirement, l'essentiel des constructeurs les garantissent super longtemps. Oui. Alors ça, c'est ce que je disais. Tiens, au Mondial de Paris, j'expliquais aux gens que j'accompagnais sur le salon que si un constructeur t'annonce 8 ou 10 ans de garantie sur la batterie, faut pas se leurrer. Le mec, il sait très bien qu'il il prend pas de risque. Il sait qu'il prend un risque de quasi zéro. On va toujours entendre parler d'une personne qui a eu une batterie qui a lâché, etc. Bon, oui, ça peut arriver. Mais je pense, là pour le coup, on va parler de notre entourage. Est-ce que tu en as eu, toi, dans ton entourage? Des gens qui ont eu des problèmes jamais. Non, rien. Non. Effectivement. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme souci sur ma Tesla? Rien, des petits trucs. Enfin, tu vois, genre le joint du vérin du coffre qu'il fallait changer. On l'a tous eu. Non, mais tu vois, c'était. Moi, j'ai eu la voiture qui ne s'ouvrait plus, ni avec le smartphone, ni avec la carte. Ah, ça, c'est embêtant. Hors garantie. D'accord. Et tout a été pris en charge par la marque. Donc là, pour le coup, je vais leur faire un petit peu de pub parce que j'étais quand même très satisfait du service client. Même si, encore une fois, pareil, c'est un service client où des gens ne vont pas y arriver. Tout se passe par l'application. Absolument. Si tu reçois des notifications, des messages, ça sert à rien d'appeler, on te répondra pas. Mais voilà, tout ça pour parler en termes de fiabilité. C'est vrai que tes plaquettes de frein, tes consommables, bon, à part du liquide, du lave-glace, il va dire du liquide vaisselle. Je suis encore sur mon déménagement. À part du lave-glace et des pneumatiques, si tu roules comme un goret. Oui. Je vois pas. Il y a pas grand-chose. Donc effectivement, puis t'as pas l'angoisse de oulala, je passe 90 000 km, ma courroie de distribution. Enfin, non, effectivement. Et même tu passes 90 000, 100 000 km. Je sais pas si t'as regardé sur ta Tesla, mais en termes de dégradation de la batterie, c'est totalement négligeable. C'est rien. Alors psychologiquement, je peux te dire que oui, avant, quand je l'ai acheté neuve, il y avait 416 km d'autonomie d'affiché. Maintenant, j'ai 396. Je suis passé en dessous des 400. Oui, mais c'est aussi la méthode de calcul qui a dû changer 4 fois depuis, en plus. Bien sûr. Oui, mais toi, tu le connais, tu le sais, ça. Oui, mais là, c'est là. Psychologiquement, les gens peuvent se dire, elle a moins 400 km. Oui, mais alors le truc, c'est, je crois que c'est la DGCCRF qui a dit, il va falloir qu'on s'inquiète de cette histoire d'autonomie des voitures électriques. Et c'est intéressant parce que voilà un truc pour le coup qui est pas compliqué à transposer du thermique. Les gens savent bien que sur une voiture, selon le trajet que tu es en train de faire et la manière dont tu conduis, la même voiture, elle peut faire 5 litres au 100 ou elle peut faire 8 litres 5. C'est la même. C'est le même moteur. C'est juste que, alors sinon que c'est un peu inverse parce que les électriques ont beaucoup plus d'autonomie en ville que sur autoroute, ce qui est le contraire pour les thermiques. Donc peut-être que c'est ça qui a du mal à passer en disant, je comprends pas. Normalement, quand je pars en vacances, je consomme beaucoup moins quand je suis en ville. Bon. Mais
on sait bien que l'autonomie que te donne la voiture à un instant T, elle dépend de ce que tu vas en faire. C'est pas une promesse gravée dans le marbre. Il y a énormément de facteurs qui entrent en compte, dont la température, ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui est assez important. Mais effectivement, ça faut le reconnaître. Moi qui roule, là j'avais une Aston Martin DBX 707, 700 chevaux. Excuse-toi, oui. Et ouais, enfin c'est moi qui paye l'essence. Je suis freelance, je te rappelle. Donc au moment de passer à la pompe, t'es pas hyper content. Mais il y a un truc c'est ton meilleur ami, ton pompiste en fait. C'est pas tout le temps. Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Non, mais super cette voiture, c'est absolument génial, etc. Mais quand tu la conduis, donc t'as la puissance, t'as tout ce qu'il faut. C'est équivalent à l'électrique. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à l'électrique, des fois dans les phases de freinage, tu dis là tu vois en électrique, je consommerai rien. Ou quand tu es dans les bouchons, c'est quand même génial de dire t'es donc bloqué dans les bouchons, je suis pas en train de brûler mon essence, mon fiche, peu importe, tu vois. Et en plus de ça, quand même cerise sur le gâteau, je pollue pas. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Je ne pollue pas. Donc c'est quand même assez chouette la récupération d'énergie au freinage aussi. Ça aussi, moi je fais du vélo électrique, c'est le truc, je me dis pourquoi j'en ai pas sur mon vélo. Je voudrais récupérer. C'est vrai. Ça pourrait peut-être parfois être un peu surprenant parce que le vélo c'est quand même le truc sur lequel tu comptes sur la roue libre un peu quoi. C'est pas. Ouais. Et d'ailleurs tiens, en parlant de roue libre, je sais pas si c'est le sujet, mais c'était Audi ou Porsche, non, c'était Porsche qui se posait de la question de l'intérêt de mettre la régénération au freinage plutôt que le mode roue libre. T'as remarqué ça que sur les Tesla, tu ne peux pas le modifier pendant que tu roules. Tu dois t'arrêter pour choisir la récupération d'énergie ou la roue libre. Et pour l'avoir testé, on a fait l'Audi Endurance Experience avec Audi. C'était une course d'Audi e-tron GT. Donc, c'était des clients et des journalistes. Le challenge, c'était de rouler pendant 3 heures, d'aller jusqu'au bout. On avait tous les mêmes voitures, chargées à 100%, et donc de faire le plus de tours possible pendant ces 3 heures sans tomber en panne. Et la technique que nos coachs nous avaient préconisée, c'était d'accélérer pression sur l'accélérateur pour mettre la voiture à 100, 110. Et à partir de là, on était au Ricard, sur la ligne droite du Ricard, il fallait rester sur ton élan en roue libre. Nous on s'est fait avoir parce qu'on avait réactivé le freinage régénératif, et donc là c'est pas bon. Donc tout ça pour te dire que quand tu fais des longs trajets avec une voiture comme une Tesla qui n'a pas de palette au volant ou qui ne te permet pas de modifier la régénération, mets-le en roue libre avant de partir sur les longs trajets. Oh, tu viens de me suggérer un truc intéressant. En revanche, en ville, c'est toujours bien d'activer cette régénération parce que et puis dès qu'il y a du dénivelé, c'est magique. Pour l'avoir essayé avec la Livewire, la moto électrique hors de prix dont je te parlais, c'était du délire. En restant dans mon coin, ça monte, ça descend, j'arrive avec plus d'autonomie affichée, bien entendu, que quand je suis parti. Tu te dis, c'est quand même, tu vois, l'Aston Martin, je suis jamais revenu avec plus d'essence que quand je suis parti. donc ça aussi, c'est quand même assez génial. J'ai souvenir une fois revenant d'Italie, avec donc une Tesla, je me suis arrêté dans un hôtel juste après le tunnel du Mont Blanc, et qui avait une borne de recharge, je crois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi cet hôtel-là, donc très bien. Et le lendemain matin, on repart, 100% de batterie, super. Et là, je démarre. Et en fait, évidemment, la voiture, du coup, n'active pas le freinage régénératif parce que la batterie est pleine, il n'y a rien à régénérer. Et là, tout à coup, c'est très surprenant parce que tu descends de la montagne, tu dis, waouh, t'as l'impression tout à coup d'être sur un skateboard, tu vois, genre, et là, pour la première fois, il a vraiment fallu que je freine. Et ce que j'étais juste pas, je connais pas très habitué à faire. Tu fais du one pedal, tu exactement. L'accélérateur, levé de pied. Et on a une autre anecdote aussi, j'avais pu essayer la Mercedes EQC à son lancement, donc il y a longtemps, là, on parle d'un dinosaure de l'électrique. C'était en 2020, je crois, ou 2021, et c'était assez génial parce qu'on était dans les Alpes et on arrive en haut d'un sommet pour la pause déjeuner, et là, coup de stress, on n'a plus beaucoup d'autonomie restante. On devait rejoindre, c'était Zurich à Milan, ce road trip. On devait donc, la dernière étape, c'était Milan. On n'avait pas de borne parce que t'es là-haut, dans les Alpes. Il y a rien. À l'époque, il n'y avait rien, tout du moins. Et pareil, là, pour le coup, tu as de la régénération. Chez Mercedes, tu as des palettes au volant qui te permettent de jouer. Et t'aimes les jeux vidéo comme moi. C'est un vrai jeu vidéo, le truc, tu vois. C'était donc dans la descente. Je ne touchais plus aux pédales. Je ne touchais plus à rien que les palettes. Donc, avec l'inertie de la voiture, tu prenais de la vitesse et tu mettais plus ou moins de récupération. Tu tournais dans le virage, fallait remettre c'est un cheat mode en fait.
c'était absolument génial. Mais l'anecdote, elle est là, c'est que en haut, donc coup de stress, tu dis j'en ai plus beaucoup. En bas, on a eu largement de quoi arriver jusqu'à Milan. Wow. Parce que tu récupères énormément sur certaines voitures. D'ailleurs, c'est un argument, je vais pas dire commercial, c'est plus pour nous, quand on s'adresse à nous, journalistes, pendant les conférences de presse, on nous explique notamment, tiens, la dernière Taycan, je sais pas si tu as suivi ce qu'ils ont fait en termes d'amélioration. Non. Esthétiquement, c'est plus ou moins la même, mais elle a filé un sacré coup de vieux à l'ancienne, donc encore une fois, obsolescent, toutes ces thématiques-là. Mais c'est assez incroyable la quantité d'énergie que la voiture peut récupérer au freinage. D'accord. C'est très étonnant. La voiture, donc je sais plus, c'était plus vite, plus loin, plus. Ils avaient comme ça, tu vois, c'était ça la présentation. La voiture était plus puissante, plus d'autonomie, plus de récupération au freinage, recharge encore plus rapide. Je crois que tu montes à 275 kilowatts. De puissance qu'elle peut accepter sur une borne de recharge d'essai. Et plus important que ça, c'est la courbe de recharge qui est très flat. Parce qu'à un moment, tu as certains constructeurs qui nous disaient tu charges à 250, ça accepte 250 kW. Chez Tesla, d'ailleurs aussi. En pic, et après, ça redescend aussi vite. Ouais. Donc, t'es super content, t'es monté sur une modèle 3, je crois, c'est 150 ou 150 kilowatts. T'es très content, t'es monté à 150, mais ça descend. Alors que là, ces nouveaux modèles, donc malheureusement, encore une fois, c'est chez du premium. On va croire que j'ai des actions chez ces boîtes-là, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, j'en ai pas une. Mais la nouvelle Audi Q6, par exemple, elle est pratiquement flat, la courbe de recharge. Tu es à plus de, je me rappelle plus du chiffre, donc je vais pas donner de chiffre pour pas me tromper, mais tu descendais vers les 100 kilowatts à peu près à 75% de charge. Waouh. Tu imagines? Oui. Alors normalement, c'est là où la courbe de recharge descend. Normalement, c'est même avant. Elle descend progressivement, plus ou moins progressivement, ta courbe. Et là, c'est pour ça qu'on dit que sur un grand voyage, c'est pas la peine d'essayer. Enfin, c'est charger au-delà de 80%, c'est un peu une perte de temps. Vaut mieux aller jusqu'au prochain chargeur. Bon, même là, je t'avouerais que tu t'arrêtes pas. Mais bon, j'ai déjà eu des exemples. La voiture me disait arrêtez-vous 4 minutes. T'es sérieux? 4 minutes. Je vais m'arrêter parce que je crois que le temps de pause moyen sur une station-service, c'est 17 minutes, je crois. Donc, le temps, tu sais, arrives à la pompe, tu mets de l'essence, boum, tu vas payer, tu reviens prendre ta voiture, peut-être prendre un café, tu dois la redéplacer, la garer. Les enfants vont aux toilettes, c'est compliqué. Tu vois, et c'est un vrai temps de pause. Quand tu mets 20 minutes, c'est à peu près la même chose. Mais là, avec ces véhicules-là, donc ces nouvelles plateformes 800 volts, ça va quand même vraiment très 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 vite. Et en termes de confort d'usage, c'est absolument génial. Et là, je te l'accorde. Celui qui te dit non, mais moi les longs trajets, j'ai pas le temps, etc. Non, le vrai problème, c'est plus la disponibilité des bornes. Je crois que c'est 85% des bornes, parce que sinon, t'as des bornes qui fonctionnent pas. Oui. Les badges, cette galère des badges, c'est le fait que tu connaisses pas les tarifs qui sont variables en fonction du badge. Tu vois, toutes ces choses-là. Alors que la station-service, t'as le prix, t'as ton TPE, tu fous la carte. C'est intéressant d'ailleurs de voir certaines stations-service où maintenant tu vois le prix du kilowatt affiché en dessous du prix du 95 sans plomb. Et ça a un mérite de lisibilité, sauf que c'est rare. Sauf que mais et puis ça dépend de parce qu'en fonction de ton badge, l'autre il va prendre une commission de temps, de ceci, de cela, ou peut-être de la voiture que tu as parce que ton constructeur a un contrat machin qui fait que les 2 premières années tu as un tarif préférentiel où il y a un abonnement. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un problème de lisibilité. Le premier problème c'est d'abord un problème de disponibilité, plus sur les grands axes. Ça, c'est fini. Il y a plus il y a plus de désert électrique sur les autoroutes. Ça n'existe plus. Moi, j'avais eu l'anecdote toujours avec cette EQC. Tiens, j'en avais pas eu assez. Tu vois, je l'ai fait en été. J'avais fait un Paris-Marseille et déjà le planificateur qui faisait n'importe quoi me faisait sortir de l'autoroute pour reprendre l'autoroute dans l'autre sens parce qu'en fait la borne Unity était dans l'autre sens. Pour recharger, pour retourner. Enfin, tu faisais des détours de 60 bornes. J'ai mis 13 heures pour faire Paris-Marseille. Bon, j'étais un noob, je vous l'accorde. Oui. Le retour s'est beaucoup mieux passé parce que le retour, je me suis dit, je vais vérifier où sont les bornes du bon côté de l'autoroute. Mais je ne pouvais pas, je voulais aller à La Baule, je ne pouvais pas à l'époque faire Marseille-La Baule parce qu'il y avait une zone blanche. Fallait t'arrêter à une borne 22 et donc dans ce cas-là, comme fallait t'arrêter plusieurs heures, prendre un hôtel.
Tu disais, bah non, je repasse par Paris et ensuite, ça change pas grand-chose. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai la chance de beaucoup voyager. On a quand même un réseau qui est extrêmement dense. Oui. On a un réseau qui est plutôt fiable, je trouve. Et bon, voilà, on a toujours ce problème des badges. Moi, c'est plus ça mon grief. Et le tarif, tu sais pas combien tu vas payer. Oui, il y a un côté loterie. Des gens, tu vas sur Twitter, tu as des gens qui se plaignent, qui disent bon, moi, j'ai payé ça, c'est un scandale, etc. Ça aussi fait que tu dis je ne reviens plus. Je ne veux plus d'électrique, je vais revenir au thermique. C'est l'une des raisons qui font que j'ai souvent du mal à conseiller aux gens d'acheter autre chose qu'une Tesla. Parce que tout à coup les choses sont lisibles à l'avance, c'est même pas une question de confort. Non mais le planificateur il fonctionne tout à coup. Il est extrêmement précis, il est même trop conservateur. Moi je l'ai poussé dans ses derniers retranchements. Oui, tout à fait. Tu peux y aller, hein. Oui, absolument. Il 5% à l'arrivée, tu dis vas-y. Non, mais il suffit de lever le pied à 125 ou à 120 et tout à coup tu vas faire 10% de moins. Il est très précis. Des fois il te dit il faut charger, tiens il faut que vous restiez 15 minutes. Tu dis non j'ai pas le temps, je repars et t'arrives en fait à destination. Surtout que maintenant tu peux décider du pourcentage à l'arrivée. Mais non plus que vraiment ça, c'est encore une fois voilà, tu ne sais pas trop. Toutes ces choses-là vont évoluer, mais en tout cas, les gens qui disent non, c'est galère de recharger. Bon, t'as aussi les histoires de voitures ventouses, les gens qui sont stationnés, qui ne chargent pas. Bon, je pense qu'il va falloir que ça rentre aussi dans les mœurs. Hein. Bon, on est encore au début. Hein. Ouais, je voyais dans un endroit où ils sont pas exactement au début, en Chine, le nombre de stations de recharge en Chine a atteint cette année près de 12 millions. 12 millions de bornes. Bon, après, ils sont beaucoup. Hein. Ah bah ils sont nombreux, mais c'est quand même un truc qui a augmenté de 49% dans l'année. Ça fait beaucoup. Hein. T'imagines le nombre de rien qu'en travaux publics, ça pique les yeux. Et ils ont 30 millions de voitures électriques à ce jour. Enfin en gros ils disent ils ont un ratio de 1 chargeur public pour 2 voitures et demie. Ça va. Ah ouais, là c'est quand même. Après, encore une fois, nous on a un réseau, comme je disais, je le trouve. Enfin, je l'ai vu évoluer. C'était quoi ? C'est il y a 2 ans, je crois, on chambrait l'objectif du gouvernement des 100 000, d'avoir 100 000 points de recharge. Bon, aujourd'hui, franchement, ça m'est arrivé encore là sur un essai. Je vais à la borne, elle prend pas mon badge. Il y a ceci, il y a une galère. Boum, il y en a une autre pas très loin. Chose que n'ont pas fait nos confrères dont on parlait en début d'émission. Borne de recharge rapide, il y en avait une là, il y en avait une là. Enfin bon, vraiment, je sais pas où tu te trouves pour pas en trouver une. Il y a du choix. Après, effectivement, tu as des bornes de recharge plus lentes. Mais dès que tu es sur les grands axes, les autoroutes, après, il y a encore une fois le prix de la recharge sur les grands axes qui, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et pour ça, c'est vrai que Tesla, quand tu as acheté une Tesla, je vois à côté de chez moi, à partir de minuit, c'est 23 centimes le kilowattheure. Oui, il y a un mystère. Alors ça, c'est pour les gens qui sont en Île-de-France. C'est que de fait, le tarif varie dans la journée, avec même de l'incentive. Moi, je suis passé une fois, et par hasard, parce qu'en fait, c'est pas mon chemin, mais je sais plus, je crois que l'autoroute A13 était fermée. Enfin bref, et je suis passé par la N118 pour rentrer chez moi à l'ouest de Paris et je suis passé donc à Vélizy. À Vélizy, il y a des superchargeurs et là je clique en disant tiens, est-ce que j'irai charger à Vélizy ? Et là je vois, il était minuit passé et je sais plus quel était le tarif, mais on était en dessous du tarif régulier de l'électricité pour charger sur un. J'ai installé une borne sur ma place de parking ici à un moment et moi le superchargeur, il est à littéralement 2 minutes de chez moi là, à Thiers. À Thiers, ouais. Je me suis dit mais il y a des fois où il faut ça. Là, pourquoi te prendre la tête ? Ouais, je suis d'accord. Il y a moult façons de faire baisser le prix. Alors il y en a une dont je voulais parler, qui est évidemment de produire sa propre électricité. Alors toi, t'as mis des panneaux solaires partout, mais c'est pas pour recharger ta voiture. Non, il faut relativiser ça. En hiver, moi je suis chauffé à l'électrique, mes panneaux solaires. Et puis là, aujourd'hui, il fait soleil. C'est n'importe quelle chance. Mais tu vois, ces derniers mois, là, on avait du 5 heures d'ensoleillement en 10 jours. Enfin, c'était les panneaux solaires, rentabilité 0. En revanche, en été, t'arrives à produire. En été, si, tu peux envisager de recharger un petit peu ta voiture. Hein. C'est pas non plus... c'est ça. C'est plus pour la maison que pour la voiture. Ou en tout cas, et c'est justement mon sujet du jour,
c'est que là aussi, alors là, sur le solaire, heureusement qu'il n'y a pas un gros marché du solaire d'occasion, parce que les prix, ce serait quand même très compliqué. Les prix des panneaux se sont effondrés. C'est un truc, j'ai l'impression qu'on te vend par maintenant un peu comme un paquet de mentos à la caisse de Carrefour. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus grand, hein, le paquet. Non, mais je comprends, mais c'est avec des kits qui démarrent, on est en dessous de 1 000 € en fait pour démarrer. Enfin, et avec des trucs. Attends, non, c'est encore moins cher. Si tu achètes ton panneau solaire de ton côté et que tu mets ton onduleur, que tu as envie de mettre un peu les mains dans le cambouis, ah oui. Alors si tu veux le faire toi-même, alors oui, ça si tu veux le commander sur AliExpress, c'est vrai que c'est pas hyper compliqué, à condition de prendre du matos de qualité quand même, si tu veux pas tout oublier. Mais un onduleur de qualité, c'est pas hors de prix. Un panneau solaire, après, pareil, hein, faut vérifier le rendement. Mais pour recharger la voiture, tu peux prendre, en fait, c'est ton reliquat. Tout ce que tu n'utilises pas, ton talon de consommation ou ta clim ou je ne sais trop quoi, s'il t'en reste, effectivement, mais compte pas là-dessus pour recharger ta batterie totalement. Et surtout, vu les tarifs, encore une fois, de certains constructeurs, on parlait de Tesla, il faut savoir que sur les bornes Ionity, tout ce qui est tous les constructeurs qui sont membres du consortium proposent, quand tu achètes la voiture, tu as des charges à tarif réduit. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. Bornes Ionity, etc. Alors, au-delà des panneaux solaires, maintenant, les mêmes veulent te vendre des batteries, parce qu'évidemment, le problème du solaire, c'est qu'il produit au moment souvent où t'es pas chez toi. Et la batterie, elle peut prendre le relais en fin de journée, le matin, la nuit, etc. Mais tout ça a un coût. Moi, j'ai voulu aller un peu plus loin, comprendre le marché, puis comprendre, parce que c'est des règles de 3 un peu compliquées, combien ça coûte, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour tout, est-ce que du nord au sud de la France, c'est pertinent, combien de temps il faut pour que ce soit rentable. On est allé parler, pour en savoir plus, à Jean-Baptiste Delahaye, qui est chef de produit chez BIM. Écoutez-le. Bonjour Jean-Baptiste Delahaye. Bonjour Cédric. Vous êtes chef de produit chez BIM, B-E-E-M. BIM, c'est un spécialiste de l'énergie solaire et maintenant des batteries qui vont avec. On va s'en parler parce qu'évidemment, deux choses. Ce marché, il a énormément évolué. Avant, c'était très cher de se faire installer du solaire. Il y avait vraiment des questions il fallait faire des règles de 3 un peu compliquées pour se demander, 1, ça me coûte cher aujourd'hui, 2, est-ce que vraiment ce sera rentable demain? Mais d'un côté, l'écroulement, on va s'en parler, du prix du solaire a rendu la question un peu plus simple. L'augmentation du prix de l'énergie aussi a changé sa partie de l'équation. Et puis, il y a la question de savoir si à côté de ces panneaux, il faut mettre une batterie. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Les prix du solaire, j'en ai l'impression, parce que tout à coup, quand votre hypermarché Carrefour vous met des promos dans son catalogue sur des panneaux solaires, on se dit que le monde a vraiment changé. Une installation solaire, ça commence à quel prix aujourd'hui ? Alors, les installations solaires, il y en a de tout type. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre la catégorie du plug and play, qui est celle qui se branche finalement sur une prise secteur de la maison. Donc là, vraiment, on achète un panneau tout fait, on le met dans son caddie, on le ramène à la maison, on le déplie dans le jardin et on branche ça sur une prise électrique. Tout à fait. Et sur cette catégorie-là, à partir de 300-400 €, on peut déjà trouver en promotion finalement des panneaux qui sont accessibles. Et sur ces panneaux-là, il n'y a pas de possibilité de revente du surplus. C'est-à-dire que quand on est chez soi et qu'on produit plus que l'on ne consomme, l'énergie repart automatiquement dans le réseau et on ne peut pas être rémunéré pour cela. À l'inverse, des panneaux qui sont installés en toiture, donc par des professionnels RGE, via lesquels effectivement on peut, pour les installations pour lesquelles on peut contracter des contrats avec EDF-OA qui permettent de revendre à 10 centimes à un tarif donc fixé sur 20 ans le surplus d'énergie. Et donc ces panneaux-là, en général, sont plutôt à partir de 7 000 €. Mais ça demande aussi une modification de son installation électrique. Enfin, c'est une vraie installation. Tout à fait. Effectivement, c'est des panneaux qui sont raccordés au tableau électrique principal et donc qui demandent un petit peu plus de travaux que simplement de brancher un panneau sur une prise. Ok. La question qui se pose toujours, c'est qu'évidemment, les gens voient des prix, ils voient des surfaces. Ils se posent d'abord la question, parce qu'il faut se la poser, est-ce que ma maison est bien placée? Est-ce que c'est encore vrai, ces questions qu'on se posait sur est-ce que je suis dans une région où le solaire est intéressant ou finalement toutes les régions le sont? Alors, la région, je vous réponds non. Effectivement, si je suis à Saint-Paul-de-Vence dans le sud-est ou si je suis dans le Perche, je ne vais pas forcément produire autant. Ça, c'est vrai. En revanche, quand on regarde maintenant j'allais vous dire les unit economics, est-ce que finalement on va dégager de la rentabilité? Oui. Effectivement, à Saint-Paul-de-Vence, sur un 3 kg, ça va plutôt être
6 ans, 7 ans pour rentabiliser mon installation. D'accord. Là où dans le Perche, ça va être parfois plutôt 9 ans ou 10 ans. D'accord. Normalement, c'est à cet instant précis que les Bretons vous rappellent qu'ils ont la région la plus ensoleillée de France. Alors, l'autre problème, l'autre écueil du solaire, c'est l'espèce de déconnexion entre la production et le besoin. C'est-à-dire que le soleil brille pendant la journée. Or, on le sait, les ménages consomment plus d'électricité tôt le matin et puis en soirée quand tout le monde est à la maison et que le lave-linge fonctionne, le chauffage aussi, le ballon d'eau chaude, etc., etc. Et évidemment, la recharge de la voiture électrique qui, elle, d'ordinaire, se fait au creux de la nuit parce qu'on profite dans la mesure du possible des heures creuses d'Enedis et des autres. Dans ce contexte, évidemment, le solaire, il prend le relais dans la journée, mais il ne résout pas le reste de ses problèmes. C'est là qu'arrive la batterie. Tout à fait. J'ai tout bien compris. Hein. C'est exactement ça. Et forcément, souvent, la journée en semaine, on travaille, on n'est pas chez soi, on consomme moins. Et c'est pourtant, parfois, en semaine, les jours les plus beaux où on produit le plus. Et donc, c'est effectivement assez frustrant de rentrer chez soi en regardant effectivement ce qu'on a produit dans la journée, parfois sans revendre, et en se disant toute cette énergie est repartie gratuitement. C'est une des raisons de la dépression hivernale, c'est qu'il fait nuit tellement tôt que les panneaux solaires... Non, excusez-moi, je vous ai interrompu. Allez-y. Non, mais en l'occurrence, effectivement, du coup, une des solutions, c'est finalement de stocker cette énergie, ce surplus qui est produit en journée et pas consommé, auto-consommé, et de finalement le réutiliser le soir, le matin, de manière à finalement rentabiliser encore plus son installation. Et aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, effectivement, les prix des panneaux ont diminué, les prix des batteries aussi, avec des technologies qui sont de plus en plus matures, et du coup, ça permet de finalement avoir un investissement qui se rentabilise lui aussi, sur des délais qui restent raisonnables, autour d'une dizaine d'années aussi, et qui permettent de tirer des rendements intéressants et de faire une belle économie sur sa facture. Évidemment, et ça, d'ailleurs, cette économie-là, elle se voit tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que cette promesse du stockage résidentiel, elle n'est pas nouvelle. On l'a vu depuis assez longtemps. Moi, je me souviens des premiers Powerwall de Tesla, par exemple. Ça coûtait très cher, évidemment, mais il y avait quand même une promesse d'économie et puis surtout d'autonomie aussi, d'autonomie dans l'autre espèce d'autoproduction d'énergie qui intéresse aussi des gens qui n'ont pas forcément des problèmes économiques, mais peut-être des problèmes de régularité de leur réseau électrique. Ce qui se passe, vous l'avez dit, c'est que ces batteries, elles ont vu leur prix baisser presque au même rythme que celui des panneaux solaires, même si c'est quand même deux choses complètement différentes. Tout à fait. Aujourd'hui, on arrive sur des batteries, en tout cas pour la nôtre, nous, qui sont en dessous de 1 000 € le kilowattheure, avec, comme je disais, des technologies qui ont progressé, donc qui permettent d'avoir quand même une puissance de sortie de la batterie qui est suffisante pour pouvoir alimenter à un instant T un ballon d'eau chaude, un four, pouvoir aussi réinjecter éventuellement dans son véhicule électrique si c'est nécessaire, avec une garantie qui va jusqu'à 15 ans aussi, une technologie LFP qui a quand même fait ses preuves, donc c'est un certain nombre d'éléments qui effectivement rassurent aujourd'hui les consommateurs et qui permettent à un certain nombre de passer le pas. Alors évidemment, c'est pas une taille unique, c'est-à-dire qu'il y a, je voyais les offres chez vous, il y a des batteries qui font 6 kg, 10 kg, 13 kWh. Vous le disiez, prix d'appel, premier prix, on est en dessous des 6 000 € TTC pour une batterie d'un peu plus de 6 kWh. C'est quoi les critères de choix ? Qu'est-ce qui doit me guider vers une capacité plutôt qu'une autre ? Est-ce que c'est la capacité de production que j'ai selon le nombre de panneaux solaires et leur puissance? Est-ce que c'est les besoins que j'ai en consommation? Est-ce que c'est juste le budget? Je dirais que c'est un ensemble de ces trois facteurs. Il y a bien sûr mon installation solaire, mais qui dépend, le besoin de la batterie, je dirais, dépend aussi de ma consommation. Bien sûr. Donc simplement, si aujourd'hui j'autoconsomme énormément de mon installation solaire, j'autoconsomme peut-être 80%, la batterie ne va pas être très pertinente. En revanche, une batterie importante, dirais-je. Oui. En revanche, si j'autoconsomme plutôt proche de 50%, la batterie devient très intéressante. Et entre les deux, ça dépend des cas, j'allais vous répondre. Et je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, une batterie importante va permettre de pallier à un plus grand nombre de cas, va également permettre de fournir de l'énergie, quels que soient finalement les appareils qui consomment dans la maison, et de maximiser finalement les économies. Donc peut-être que notre batterie aujourd'hui peut paraître un peu plus chère que certaines batteries du marché, mais elle permet de couvrir ces éléments-là, et elle permet aussi de répondre à toutes les normes aujourd'hui qu'il y a en France, de passer le Consuel, ce qui n'est pas le cas parfois de batteries qui peuvent être un peu moins chères, qui elles se branchent aussi sur la prise, mais qui effectivement n'ont pas toutes ces garanties. Vous le disiez, on commence à 6 kg. Si je veux une batterie de 13 kWh, ça va me coûter 9 900 €.
D'accord. Ah oui, donc on est encore bien en dessous des 1000 euros le kilowattheure. La durée de vie de ces batteries, on se posait souvent la durée de vie des panneaux solaires. Du coup, maintenant, on se pose la question de la durée de vie de ces batteries. Elles sont garanties combien de temps ? Garantie 15 ans. Ah oui. Et avec une durée de vie que nous, on estime à 20 ans. Voilà, avec vraiment un début de recul vraiment satisfaisant sur ces technologies-là. On travaille, nous, chez BIM, avec un fournisseur qui est quasiment numéro 1 mondial. Alors, vous le savez aujourd'hui. Ça s'appelle quoi ? C'est ATL ? C'est ATL, c'est en passe de chez ATL et qu'on a choisi pour notamment son exigence en matière de sécurité et aussi son expertise. On a des gens sur le marché, pour vous donner quelques anecdotes, comme l'ancien directeur sur les batteries qui était chez Anker, qui a décidé de passer chez Enpass, justement parce que il y a vraiment l'idée derrière que ces batteries, c'est des technologies qui sont compliquées, qui sont pas si évidentes, sur lesquelles les consommateurs s'engagent sur un certain nombre d'années et où il faut être sérieux pour bien faire son métier. Et je pense qu'aujourd'hui, chez BIM, c'est un de nos leitmotivs numéro 1. Pour mémoire, c'est ATL, c'est eux qui produisent les batteries LFP de l'essentiel de l'entrée de gamme des Tesla, par exemple. Enfin, c'est le plus gros fabricant de batteries au monde. Et c'est eux qui ont beaucoup poussé cette technologie LFP qui a plusieurs intérêts. D'abord, son prix. Secondo, pas de cobalt, pas de nickel, juste du graphite, du lithium et du fer. Et surtout, une durée de vie plus longue que les batteries lithium-ion habituelles. C'est un nombre de cycles de charge et de décharge bien plus long avant que la batterie perde en capacité. Elle perd très peu, en tout cas sur les voitures. On peut attendre de voir ce qui se passe sur le résidentiel, même si là, elles n'ont pas le problème de surchauffe lié à la charge rapide, à ce genre de choses. C'est pas du tout... les gens qui viennent vers vous, ils font juste ce calcul économique, ou alors c'est juste parce que voilà, il y a un côté attrayant à voir sa facture d'électricité s'effondrer. Je crois que le côté de la facture, c'est de la poudre aux yeux, et la plupart quand même des clients ont en tête le rationnel économique et sont curieux et commencent à être de plus en plus renseignés. Je dirais que vraiment, il y a une vraie évolution. Et je pense qu'il faut aussi pas éluder la catégorie des personnes qui ont un réseau qui est relativement instable. Oui, on en parlait tout à l'heure. Avec un certain nombre de coupures qui peuvent arriver. Et aujourd'hui, finalement, quand on combine à la fois les économies et finalement le fait, la certaine sérénité sur la stabilité de l'électricité chez soi, et ben ça fait deux arguments qui fait qu'on a envie de passer à l'action. Bon, vos affaires vont bien en ce moment ? Les affaires vont bien. Je vous vois avec un grand sourire. Il faut combien de temps entre le moment où je vous appelle et le moment de l'installation ? Il faut compter, alors sur une batterie, si vous avez déjà une installation solaire, par exemple, en 2 semaines, vous recevez la batterie chez vous. Et puis nous, j'allais dire, les électriciens ou les geeks les plus affirmés installent leur batterie eux-mêmes. Et c'est quand même notre marque de fabrique depuis le départ, puisqu'on vient du plug and play, c'est-à-dire des kits qui sont à brancher en autonomie. Donc on a vraiment cette marque de fabrique et puis cette volonté finalement d'accompagner au maximum le consommateur dans son autonomie. Donc c'est vraiment notre volonté. Et puis évidemment, un certain nombre passent par plutôt des installateurs. Aujourd'hui, je vous dirais que là, à l'amorce de Noël, notre carnet de commandes s'est bien rempli. Donc on va dire que c'est plutôt 1 mois et demi pour être installé sur la batterie uniquement. Bon, tout ça est passionnant. Ça donne envie d'essayer. Ne serait-ce que parce que, je sais pas, il y a une espèce de sentiment, c'est presque de la magie. C'est-à-dire que tout à coup, l'électricité vous vient plus du réseau, mais de quelque chose que vous produisez vous-même. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Delahaye. Je rappelle, vous êtes chef de produit chez BIM. À bientôt. À bientôt, Cédric. Merci. Bon, tout ça est intriguant, mais évidemment, faites bien la règle 3 quand même avant de vous lancer dans une installation ambitieuse, même si le prix de l'ambition, lui, il a quand même largement baissé. J'avais un sujet dont je voulais parler. Moi, j'étais à San Francisco en septembre, et il y a des Waymo partout dans les rues. Waymo, c'est la voiture autonome de Google, alors, qui est en fait une Jaguar, hein, mais équipée de capteurs et de logiciels Google, qui sont là pour le coup des taxis 100% autonomes. Moi, j'ai d'abord été frappé de voir à quel point ce truc qui est de l'ordre de l'extraterrestre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça fait drôle de voir passer cette voiture sans personne au volant. Hein. Absolument. Et puis, ce que je veux dire, c'est la vitesse à laquelle les gens se sont habitués au truc. Genre, c'est même plus une curiosité. Il y a que les touristes qui prennent des photos. Ouais, hein. Ok, il y a des Waymo. Bon, c'est un peu pareil pour les Cybertrucks, mais c'est alors qu'en fait, c'est
totalement frappant. Enfin, c'est incroyable. Alors évidemment, quand il y a des bugs, tout le monde s'en fait l'écho. Que tu vois, quand le truc se fait bloquer parce que c'était quoi le truc? Ah oui, il y avait des cônes sur les capteurs. Oui, ou je sais plus, il y avait une campagne de pub sur les bus de la ville qui avait des panneaux stop sur les panneaux de pub qui étaient sur les côtés des bus, et là les Waymo ils savaient plus où ils habitaient, donc il est arrivé qu'il y en ait qui bloquent la route, mais évidemment il y a des agents qui peuvent intervenir à distance, voilà. Enfin bref, et c'est formidable, fluide. La question évidemment qu'on se pose, c'est mais est-ce que tout ça est transposable chez nous? Eh ben, c'est compliqué. Moi, j'ai vu un article chez nos amis de Numérama qui dit que le cauchemar de Waymo, enfin la raison pour laquelle Waymo va peut-être pas arriver chez nous tout de suite, c'est que son cauchemar, c'est les ronds-points. Ah, ça c'est embêtant. Les ronds-points aux États-Unis, il y en a pas des masses. Hein. Non, c'est pas un truc très courant. Ce sont des carrefours en étoile, la plupart du temps. Ouais, c'est ça. C'est pas. Alors que chez nous, le rond-point est presque une culture. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, si je ne me trompe pas, on est dans le top. Je me demande si on n'est pas le pays au monde avec le plus de ronds-points. D'accord. Via le jeu des subventions. Hein. Je sais pas si tu connais cette histoire-là. 40 000 ronds-points, oui, parce qu'il y a une épidémie de ronds-points à un moment où l'État les sponsorisait. On me dit 40 000 ronds-points en France, ce qui fait quand même, c'est beaucoup. J'avais lu quelque part qu'on était dans le top 3, si ce n'est premier. Alors, j'ai une source qui me dit qu'il y aurait 42 986 ronds-points en France, faisant du pays le premier mondial, 65% de plus que le deuxième sur la liste, et qui est le Royaume-Uni avec 25 976 ronds-points. Donc, we are number one. On est champion du monde, mais très largement. Ah ouais, là, on n'est pas juste les meilleurs Français du monde, on est les meilleurs au monde. Ça pose un problème au Waymo, et c'est intéressant parce que c'est là le bridge qui existe entre la machine et l'humain. Pour prendre un rond-point, à un moment, il faut s'imposer. Alors que Waymo, alors apparemment Waymo peut avoir un peu de personnalité parfois, tu vois, pour s'insérer dans le trafic, pour prendre des virages à gauche, etc. Mais le rond-point, apparemment, c'est un vrai souci. Alors il paraît que tout ça va être réglé par des mises à jour logicielles, mais il y a eu plusieurs. En attendant, c'est drôle. Oui, il y a une vidéo. Ouais, exactement. Il y avait une vidéo qui est assez virale sur Internet qui voyait un taxi Waymo rouler dans un petit rond-point sans s'arrêter et faire plusieurs fois le tour parce qu'il trouvait pas la sortie. Il y avait un vieux sketch de Flûte, comment s'appelait ce comique? Flûte qui racontait qu'il arrivait sur un rond-point mais que toutes les sorties étaient en sens interdit. Et là c'est un peu pareil. À la fin, le véhicule s'est juste immobilisé. Raymond DeVos, absolument, exactement. Qui croisait le laitier qui tournait, qui disait je fais mon beurre. Et son lait va tourner. Ouais, évidemment. Excellent. Et j'espère que ça freinera pas le développement de ces technologies chez nous, parce que on serait ravis d'avoir des vrais taxis autonomes à Paris et dans les grandes villes de France. Ce serait quand même chouette. D'autant qu'en plus ils sont pas très chers à prendre, et puis que c'est appelé à se développer. Mais ça me confirme, moi, dans une vieille croyance que j'ai depuis très longtemps, c'est que le boss level de la voiture autonome, c'est quand même le rond-point de l'Étoile à Paris. Si tu fais une voiture autonome, si tu fais une voiture où il y a même, c'est génial. Il y a des vidéos sur YouTube d'Américains qui louent une voiture en arrivant à Paris parce que leur culture c'est de louer une voiture à la descente de l'avion et pas forcément de prendre les transports, et qui disent voilà, where am I going? I'm going to see des Champs-Élysées, et ils s'arrêtent sur le rond-point. Et pour eux c'est comme le débarquement de 45. Enfin tu vois, c'est un truc, c'est Omaha Beach quoi. C'est l'enfer sur terre. Et ils disent mais je ne comprends pas, où sont les fils? Pourquoi les fils ne sont pas délimités au sol? Non monsieur, ça marche pas comme ça ici. Regardez à droite. Non, regardez à droite. Mais à gauche maintenant, attention. Non, je comprends. On a tous pris l'étoile la première fois, une fois dans nos vies. Moi, d'ailleurs, j'avais même pas encore mon permis. C'était avec un scooter loué alors que je savais à peine conduire. C'est des choses qui te marquent à vie. Et le jour où Waymo et les autres d'ailleurs, et Tesla, parce qu'on attend de voir ce que ça pourrait faire, passeront le rond-point de l'étoile en une seule fois et sans dommage, on pourra dire que ça y est, la voiture autonome sera plus proche de... Ce sera en zone rouge, il va l'éviter. Tu mettras... Ah oui, il prendra la rue de... C'est quoi, Tilsit, Presbourg, je sais plus quoi autour. Tu prends les routes alentour. Tu sais, un peu comme ton aspirateur. Tu lui mets une zone interdite. Tu dis, ah oui, c'est ça. Et voilà.
Ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même plein de gens qui disent j'achèterai jamais une voiture électrique parce que ça me rappelle trop soit une machine à coudre, soit un aspirateur. Bien voilà, c'est ainsi que va se terminer cet épisode des Doigts dans la prise. On espère évidemment qu'il vous a plu, on espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast, hein. Sinon c'est bien le moment d'y remédier. Je voulais remercier chaleureusement Driss Abdi, avec qui on serait bien resté une petite heure de plus, s'il n'avait pas un enfant à aller chercher à l'école. Driss, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ? En ligne, où est-ce que tu peux me retrouver en ligne ? Alors, je collabore avec GQ, le magazine GQ, qui a aussi son site web gqmagazine.fr. Rolling Stone, tu vois, on fait... Que du chic. Ouais, c'est sympa, écoute, j'aime bien le rock. Moi. Donc, rollingstone.fr et en kiosque également, les deux d'ailleurs sont en kiosque et sur le web. Phone Android et plein d'autres que j'ai pas forcément, je vais oublier, je suis un poisson rouge. Moi. Et voilà, par ordre d'importance. Bien, si vous voulez soutenir ce podcast, plusieurs façons simples, efficaces et gratuites sont à votre disposition. D'abord, je l'ai déjà dit, vous abonner, mais ça, je n'imagine pas que ce soit pas déjà fait. Vous savez, si vous êtes sur Apple Podcast, par exemple, il y a une petite croix en haut, faites plus. Alors, ça s'appelle plus abonner, ça veut dire suivre. Si on vous demande de vous abonner, ça veut dire que c'est pour payer. Pour l'instant, ce podcast est résolument gratuit. Peut-être que ça ne durera pas d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, finalement, j'accepterai ma condition de podcast premium parce que les choses rares sont forcément chères. Si vous êtes déjà abonné, évidemment, parlez-en autour de vous, à vos amis, en disant regarde, arrête de raconter, Gérard, arrête de raconter des conneries sur la voiture électrique. Vous qui allez passer les fêtes de Noël là, tiens, tu vas aller écouter les Doigts dans la prise. Tu vas enfin comprendre avec des vrais gens ce que c'est dans la vraie vie. Et puis enfin, évidemment, c'est peut-être le plus important, sur votre plateforme de podcast préférée, allez nous mettre 5 étoiles, rien de moins. Le commentaire, s'il n'est pas élogieux, gardez-le pour vous, ou mettez-le sur Twitter, ce sera moins grave. Les algorithmes sont ainsi faits que c'est quand même la meilleure manière de donner de la visibilité à ce podcast et de lui faire regagner un jour. Mais ça va surtout reposer sur ma capacité à le faire plus régulièrement. Sa position logique de number one. Les Doigts dans la prise est une production signée Streamtown. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, bonne route et à la prochaine.